Bienvenue et merci d'écouter Netflixers, le podcast dédié au secteur SVOD français et à Netflix en particulier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Netflixers numéro 113 daté du 1er juillet 2026. Je m'appelle Frédéric et je m'occupe de la newsletter Netflix and Chiffres dédiée aux chiffres de la SVOD et de Netflix. Ce soir, on va discuter des avancées de Netflix envers les salles de ciné et de l'ajout de TF1+ sur Netflix, mais nous parlerons aussi de nos recommandations, des vôtres et bien sûr de l'exceptionnel Ciné-Club Netflixers, maître étalon du visionnage de qualité mois après mois. Pour parler de tout cela, j'ai l'honneur de recevoir, comme d'habitude, Hélène de We Are Girls. Bonsoir Hélène. Hello. T'as l'air Ça va? déjà. T'as l'air de. Oh, hello. Qu'est-ce qu'il y a Hello. Qu'est-ce qu'il y a Non, Qu'est-ce non, qu'on a non. fait Qu'est-ce qu'il y a J'ai hâte de parler de Netflix et du cinéma. Ah, d'accord. Ok. Comme il y a 10 ans. Comme il y a 10 ans, c'était C'est pareil. ça. C'est ça. Exactement. Ça ne bouge pas. Il y a des choses qui ne changent jamais. Damien est là aussi. Bonsoir Damien. Bonsoir, comment Et allez-vous? Damien, ça va très bien. Damien m'enlevait. Il m'enlevait il y a à peu près encore 3 minutes 30. Il m'enlevait. Ouais, Et là, il mange ouais, plus. ouais. Non, c'est Extraordinaire. fini. Toi, t'auras mangé à chaque émission quasiment. S'il y a bien un truc, s'il y a bien un truc qu'avoir un enfant m'a appris, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses en 3 minutes. Ouais, Tu vois? c'est vrai. C'est-à-dire que 3 minutes avant l'émission, je me suis rendu compte que j'avais pas mangé. J'avais pas vu le devoir du mois. Je l'ai regardé en fois 1000. Je l'ai regardé en fois 1000, c'était très bien. Non, je Ouais. l'ai vu dans le train. Ah bah, Je l'ai vu dis dans le donc. train. Dans le Ouais. train, dans l'avion, dis donc, Ouais. c'est Oui, bien, parce que hein. moi j'étais au festival d'Annecy la semaine dernière. Voilà. Donc t'as vu du Netflix alors, à Annecy? Pas du tout. Parce Pas du tout. que très compliqué d'avoir des places, donc il y a eu que mon collègue qui en a eu, collègue de l'édito, Mhm. donc il valait mieux privilégier l'édito que la vidéo. Et Netflix a interdit de filmer même les gens du festival, même l'équipe officielle du festival n'avait pas le droit de Ah filmer. ouais. Nous, Oh on la voulait vache. juste une petite vidéo, genre on est à la conférence Netflix, pas plus, tu vois. Voilà, donc c'était ultra. Alors il n'y a pas que Netflix hein, pour leur défense, mais voilà. Ils ont annoncé 2-3 D'accord. trucs, je sais même plus. Tout est Oui, trouvable sur seriously.com. ils ont présenté pas mal de choses de leur line-up animé, en fait. En tout Oui, cas, oui, des oui. séries, des films, tout ça. Donc, ouais. Bah, c'était que animé Ok. de toute façon. Donc, T'as pas eu trop chaud là-bas? Ça a été? Si, carrément. Si. Mais je me plains pas, c'était mieux qu'être à Paris. Ou à Rennes? C'est vrai Oui, qu'à Rennes, c'est vous avez bien vrai morflé aussi, aussi. hein. Ouais. Bon, j'ai l'impression que toute la France a morflé. Ouais. Big up à tous les gens qui nous écoutent. J'espère que ça a été le passage de la canicule. Et préparez-vous au prochain passage. Ça arrive. Ouais. On y est presque. Ouais, Hélène, là, je sens dans ta voix que ça a été compliqué. Non, mais pas Ah si là. pire, pas si pire. Je suis dans un immeuble assez récent, donc on a survécu. Ouais, enfin, tu m'as dit 30 degrés dans chez vous. Excuse-moi, c'est quand même Bah oui, chaud, mais quoi. par rapport à certains, ça va. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais moi, quand ça montait à 28, là, j'étais là à me dire, oh putain, il fait chaud, quoi. Mais ok. 30, c'est chaud quand même. Ah bon, bref. Alors oui, petite info avant de commencer. Nous allons passer maintenant à un format tous les 2 mois. Pas tous les mois. Donc je sais même pas comment est-ce qu'on appelle ça tous les 2 mois. C'est même pas un bimensuel, c'est quoi? Bimestriel? Bimestriel, je crois, il me semble. Il me semble que c'est bimestriel tous les 2 mois. Parce que donc ça fait 10 ans. On a fêté ça enfin on a fêté ça, on n'a pas fêté, mais c'était mi-mai, ça fait 10 ans qu'on fait Netflixers. Et je trouve que c'est déjà pas mal pour en faire une tous les mois quasiment tous les mois, parce qu'il y a eu des mois où on n'a pas fait, mais quasiment tous les mois depuis 10 ans. Et en fait, je me dis, ce serait pas mal qu'on ralentisse un petit peu, qu'on prenne le temps. On devient vieux aussi. On n'a plus la fougue de nos jeunes années d'il y a 10 ans. Et Moi aussi, mais... je me dis toi, t'es encore très jeune, toi, Damien, bien sûr. Et puis toi, Damien, comme tu regardes un devoir du mois sur 2, en fait, t'as fait. Ça me préserve. Ça me préserve. Ça me préserve vachement. Garde ta fraîcheur des premiers jours. Voilà, c'est ça. Et donc, je me disais peut-être un tous les 2 mois, ça serait pas mal. Ça serait vraiment sympa pour le coup. Donc, on va faire ça. Ça veut dire que donc le prochain, donc là on est 1er juillet, ça serait le 1er septembre, enfin fin août, début septembre. Et puis ainsi de suite, Très tous bon les film. 2 mois. Donc ça paraît fin août, début septembre. Oh, oui, ça remonte. Et puis voilà. D'accord, donc nous rembourserons bien sûr tous les abonnés, hein, les abonnés payants, bien sûr. Ils auront une ristourne sur leur abonnement.
mais ça serait pas mal qu'on passe à une fois tous les 2 mois. Et donc, ça nous permet d'avoir des dossiers un peu plus conséquents, et donc on va commencer avec les 2 gros dossiers du mois. Lève tes mains! Je veux voir tes 2 mains au-dessus de la tête! Lève ta main gauche, j'ai besoin de voir ce que t'as dans la main gauche, lève ta main gauche! Je peux rien faire, il me faut le détonateur. Je vous rappelle notre devise, s'engager pour la vie. Intégrer le GI, c'est intégrer la crème de la crème! Mais c'est pas gratuit! Max, ton père est mort et on est tous obligés de vivre avec. Mais tu sais plus quoi faire pour arrêter de t'en vouloir. T'es coupable de rien. Pourquoi t'es là, Max? Le GI, c'est mon rêve. Ma place, je l'ai méritée. Tu vas me promettre que tu vas le protéger. Le seul qui était avec ton père quand il est mort, c'est David. C'est fou qu'on nous attaque ici, chez nous. C'est pas juste des pros. C'est des gars qui nous connaissent. Notre travail, c'est l'intervention, pas l'enquête. Max, réponds-moi! T'étais le seul avec mon père le jour de son décès. C'est quoi la vérité de la vie? Vous êtes sous pression! Moi aussi, je suis sous pression! Ce que je veux savoir, c'est ce que t'as fait! Ce que t'as fait, putain! Les amis, est-ce que vous savez quel était le titre du Netflixers numéro 4 d'octobre 2016? Est-ce que c'est genre un truc en rapport avec le cinéma? C'était Netflix et les salles de cinéma. Et on parlait déjà du fait que Netflix avait fait un accord avec machin aux États-Unis pour éventuellement, potentiellement sortir des films en salle. Et nous voilà 10 ans après. Et ce dossier-là, c'est Netflix et les salles de cinéma, épisode 29047, parce que ça fait, l'impression que c'est tous les ans et tout. Alors, bon, il y a quand même il y a eu quand même un petit changement, mine de rien. Il y a eu une petite avancée. On va dire qu'en 10 ans, c'est peut-être la plus grosse avancée, mais elle est assez petite au final. C'est que aux États-Unis uniquement, attention pour l'instant, Netflix a repoussé la sortie de Narnia, qui devait sortir donc en fin d'année 2026. Ils l'ont repoussé à février. Et février prochain, et ce qui n'était pas prévu à l'époque de la sortie en fin d'année, c'est que le film devrait avoir une sortie large aux États-Unis. Ça veut dire qu'avant, il était censé sortir que sur les salles IMAX pendant 2 semaines, je crois, et puis avoir après un mois de délai entre la sortie sur Netflix pour Noël, c'est-à-dire sortie ciné à Thanksgiving, sortie sur Netflix à Noël. Et en fait, ça ne sera pas ça. Ça sera donc sorti février au cinéma, 47 jours plus tard, dispo sur Netflix. Et donc, entre-temps, une sortie, ce qu'ils appellent donc large, ça veut dire dans potentiellement des milliers de salles aux États-Unis, ce que Netflix n'a jamais fait pour l'instant. Netflix, le max qu'ils ont fait, ça devait être aller du 700-600 salles, c'est-à-dire des sorties, on va dire, moyennes en fait, des sorties moyennes dans certaines salles. Ils ont fait ça pour alors qu'est-ce qu'ils avaient fait pour des films comme le film de Zack Snyder là à Las Vegas là avec les zombies. Ils avaient fait ça aussi, je crois, pour Glass Onion, donc le deuxième Knives Out. Voilà, donc c'est déjà arrivé par le passé, mais là on parle vraiment d'une sortie, on va dire, traditionnelle d'un film de Netflix au cinéma avec 47 jours d'exclusivité avant d'arriver sur Netflix début avril. C'est vraiment, c'est pour le coup, c'est une première. Enfin, c'est vraiment une première. Alors voilà, donc forcément les questions qui arrivent tout de suite quand on voit ça, c'est est-ce que ça veut dire que ça y est, Netflix, ils vont sortir leur film au cinéma, etc., etc. Alors, il y a eu quand même des choses qui ont été dites juste après, c'est-à-dire que dans le communiqué de presse, Netflix parle bien d'un événement, sortie événement. Ça veut dire événement, c'est pas censé être réparti sur tous les autres films Netflix. Et le deuxième truc, c'est que le chef du cinéma chez Netflix a eu un très long portrait dans The New York Times, dans lequel il disait « Ah non, nous, on n'est pas intéressés par les salles de cinéma, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas envie. Là, on le fait juste une fois parce que, on s'est dit pourquoi pas, machin et tout, mais on n'a pas vocation à faire ça. » Donc, c'est une avancée, mais c'est pas non plus, ils courent pas vers ça, quoi, en fait.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, je parle quand même tout de suite, hein, pour la France, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de sortie en France. Il y aura sans doute des sorties, des séances dans certains cinémas, une sortie, ce qu'on appelle une sortie avec visa d'exploitation temporaire, donc une sortie événement aussi pendant 2 jours, donc limitée à 2 jours, et je crois que c'est 500 séances, il me semble. Mais il n'y aura pas de vraie sortie ciné partout. Vous ne pourrez pas aller le voir dans votre cinéma de province, a priori, parce que, à cause de la chronologie des médias, parce qu'en France, on ne pourrait pas le sortir 47 jours après. Il faudra attendre 9 mois, 10 mois, etc. Et ça, Netflix n'a pas très envie de faire ça. Donc voilà, donc en France, ça ne va pas nous concerner trop. Mais est-ce que vous pensez, vous, que ça signale un changement chez Netflix pour les sorties ciné, notamment après tout ce qui s'est passé avec la Warner, qu'ils ont essayé d'acheter, etc. etc. Je sais pas si ça annonce un changement ou si c'est juste l'évolution, quoi. Puisque, comme tu disais tout à l'heure, ils ont déjà eu des sorties ciné par le passé, très limitées. Je pense que pour moi, c'est juste la suite, mais ça restera pour des sorties exceptionnelles de certains films. Tu vois, ils vont pas sortir le petit film allemand, machin. C'est juste parce que c'est des films américains bien sûr, ouais. qui vont Si on sortir sur regarde le territoire américain, quoi. Voilà, si on regarde un petit peu les films que ça concernerait, enfin ce genre de films comme ça, ce seraient des films sans doute très chers, des films événements comme ils en disent, et ils en sortent pas un tous les trimestres, des films comme ça, hein. C'est vraiment effectivement un par an, c'est le gros film qu'ils mettraient à la fin d'année, potentiellement. Allez, un ou Mais- deux, tu as peut-être 2 gros trucs, mais pas plus que ça. Enfin, je pense pas qu'il y ait des gros blockbusters. À part si, effectivement, s'il y avait eu Warner, qu'ils avaient chopé des grosses licences, ça aurait peut-être changé les choses, mais là, je vois pas l'intérêt, quoi. Narnia, oui, effectivement. Mais Narnia, c'est assez particulier quand même. C'est vrai que c'est quand même un projet particulier chez Netflix, quoi. Ouais. Mais après, là, dans la pile, je sais pas ce qui pourrait. Alors, c'est pas mérité, parce que c'est pas une question de mérite, mais ce que Netflix pousserait, en tout cas, au cinéma. Là, tu vois, sur 2027, sur les titres potentiels, je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment d'autres, en fait. Non, c'est ça. Moi, on verra bien, mais je pense que c'est effectivement un one-off. Éventuellement un Narnia 2, si jamais, Oui. ils en font un deuxième, parce que Narnia, ça a amené quand même à être une licence, a priori. Mais bon. Damien, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Notre monsieur. Je me demandais justement si ça n'avait pas un rapport avec Warner, effectivement, de se dire que il y a peut-être un domaine, un endroit du secteur du cinéma où ils sont pas encore pris trop au sérieux, parce que financièrement ils sont gros, mais donc parce qu'aujourd'hui ça n'a aucun intérêt. Tu vois, tu te dis pas le cinéma c'est l'avenir, enfin les salles de cinéma c'est l'avenir. Donc du coup pourquoi ils iraient se mettre là-dedans? Je pense que c'est vraiment surtout peut-être pour faire exister certains de leurs films plus sérieusement, parce qu'ils se rendent compte que il y a beaucoup de leur œuvre qui décolle pas, quoi. Parce que c'est très attaché à l'image de la plateforme SVOD. Donc peut-être que le fait de faire sortir certaines de leurs œuvres, ça les place comme un studio hollywoodien, vraiment. Je sais pas, c'est vraiment... Ouais. Je trouve... on a déjà parlé 150 fois de ça, et c'est vrai que moi, ce côté, il faut qu'un film sorte au ciné pour avoir une importance culturelle, par exemple. Moi, je sais pas si je crois vraiment à ça, en fait. Parce que, pareil, je prends encore une fois, on a eu l'exemple parfait l'année dernière, c'est K-pop Demon Hunters. Il n'a pas eu besoin de sortie ciné pour exister, tu vois. Il a existé tout seul. Je veux dire, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même moyen d'avoir des films, et je peux même en citer d'autres. On aurait pu parler même de Bird Box, par exemple, qui avait été un énorme succès. Moi, des mômes m'en parlaient au collège, etc. Pour les séries, ça arrive relativement régulièrement que les mômes en parlent et tout. Pareil, et moi, je te dis, quand je vois des mômes de province, de campagne normande qui me parlent de films qui sont sortis sur Netflix ou de séries, je me dis, bon, ils ont quand même réussi de ce côté-là. Tu vois, je veux dire, il y a quand même un truc, ils n'ont pas besoin de sortir au cinéma pour ça. Donc, moi, voilà, Narnia, je peux comprendre pourquoi Narnia en particulier, parce que c'est Greta Gerwig. C'est quand même une réalisatrice qui sort de Barbie, qui a fait je crois qu'elle a fait $1 milliard, il me semble, enfin de revenus au box-office. Donc forcément, elle avait signé pour Narnia avant que Barbie sorte. Donc elle n'était pas en position d'exiger quoi que ce soit avant. Là, elle se dit, bon allez, j'ai mon nouveau film qui sort. Moi, j'ai existé au ciné avant. Il faut que ça sorte au ciné. Et Netflix a dû se dire, allez. Ok, quoi, on y va, mais
encore une fois, pour moi, c'est juste un truc effectivement de promo. C'est même pas un truc pour gagner de l'argent. Alors là, on parle même pas d'argent de gagner parce que c'est encore une fois, c'est dérisoire ce que ça ramène comme thune dans l'écosystème Netflix. Enfin, je veux dire, même si Netflix avait, j'avais déjà dit ça, mais 100% de toutes les entrées du monde, enfin aux États-Unis, pardon, toutes les entrées aux États-Unis d'une année ciné, ça augmente leur revenu de à peine 10%, quoi. Donc, on voit bien que avec ce qu'ils vont avoir sur Narnia, c'est peanuts, quoi, en fait. Moi, ça m'intéresse quand même à une chose en particulier, c'est est-ce que ça va handicaper sa performance sur Netflix? Parce que c'est ça aussi quand tu as un film qui va sortir en sortie large aux États-Unis pendant 47 jours d'exclusivité, moi je pense que ça va siphonner un peu ses vues sur Netflix. Et je ne serais pas étonné qu'on ait des chiffres d'audience sur Netflix qui soient assez moyens, enfin pas moyens, mais en tout cas, par exemple, que le film rate le top 10, par exemple. Le top 10 de tous les temps. Ce qui serait quand même un problème, je trouve, pour Netflix, quand tu as un truc comme ça, c'est-à-dire d'avoir un film aussi grand, ok, même s'il fait je sais pas combien il pourrait faire au cinéma, mais que ça, en fait, ça vienne bouffer ses visionnages sur la plateforme, et Netflix, ils sont là aussi pour faire en sorte que on utilise leur plateforme quand même, quoi. Donc, et je pense que c'est aussi un test de ce point de vue-là, et moi, si je devais parier maintenant, je dirais que le film n'atteindrait même pas le top 10 mondial, le top 10 all-time, parce que, ça va forcément, si tu as par exemple, je sais pas moi, 10 millions de gens qui vont le voir au ciné aux États-Unis, ces gens-là, ils vont pas le regarder 47 jours après sur Netflix, quoi. Enfin, on a tous autre chose à foutre que de revoir 2 fois des films en 47 jours, quoi. Je sais pas pour vous, mais moi, voilà, c'est très rare que je revois un film 47 jours après l'avoir vu. Enfin, je revois déjà. Déjà, c'est ça, que tu revois un film et que tu revois en plus, alors peut-être que des mômes vont le regarder, effectivement, peut-être, mais je suis pas persuadé que ça joue, et notamment aux États-Unis, qui est quand même le plus gros territoire mondial de Netflix, quoi. Donc, je pense que ça va siphonner ses vues. On verra bien, ça se trouve, je me plante totalement, et ça serait pas la première fois, hein, loin de là. Mais voilà. Et la deuxième chose, quand même, c'est sur les 47 jours d'exclusivité, parce que ça a été mis comme étant ça y est, les ciné américains ont dit ça, les salauds de Netflix, enfin ils jouent notre jeu, 47 jours d'exclusivité, ça va leur faire les pieds, quoi. Et moi ça me fait gentiment marrer parce qu'en fait si on regarde pour The Irishman, donc c'était en 2019 ça, 2019, Netflix voulait le sortir au cinéma parce que c'était Martin Scorsese, parce que c'était un gros film, etc. Et à l'époque, Netflix avait demandé 60 jours d'exclusivité, c'est-à-dire 60 jours d'exclusivité ciné pour le sortir de façon large aux États-Unis. Et les salles de cinéma avaient dit non, il faut au moins 80-90, mais 60 c'est pas possible. Et Netflix avait dit ok, 60 c'est pas possible, très bien, on le sort directement sur Netflix, quoi. On avance de 5-6 ans. Et maintenant, c'est 47 jours d'exclusivité, c'est plus 60, c'est 47 jours. Et les cinés sont là à se dire on a réussi à contraindre Netflix à 47 jours d'exclusivité. Alors que littéralement, encore une fois, il y a 6 ans, et moi je reste persuadé que vraiment la pièce tournante, c'est vraiment The Irishman. Si les cinés avaient autorisé Netflix à avoir 60 jours, on aurait eu beaucoup plus de films Netflix qui seraient sortis au cinéma aux États-Unis. Ça, j'en suis persuadé. Et à l'époque, ils avaient dit non, 60 jours, c'est pas assez. Et voilà, on se retrouve maintenant avec 47 jours. Donc, je pense que c'est à peu près ce que Netflix voulait. 45-47 jours, c'était à peu près ce qu'ils voulaient pour certains films événements, mais encore une fois, s'ils en font un autre l'année prochaine ou l'année... Enfin voilà, moi j'y crois assez peu. Notamment à la fin de l'année, il y a le prochain film, alors pas de Tarantino, mais de David Fincher. Il va prendre il va faire peut-être 2 semaines, je crois, en IMAX, et puis c'est tout, quoi. Terminé, allez hop, il va pas avoir une sortie large. Donc je serais très curieux de savoir quel film ils vont choisir après, et les enseignements qu'ils vont en tirer. Parce que si Narnia n'arrive pas dans le top 10 all-time de Netflix, moi je pense qu'ils vont se dire aussi, peut-être que si on l'avait sorti directement sur la plateforme, peut-être qu'on serait arrivé là, peut-être que ça aurait été un vrai succès. Et là, tu peux perdre sur les deux tableaux, en fait. Imaginons que ce soit un flop aux États-Unis, le film, tu vas avoir tous les trucs de journaux qui vont dire flop de Narnia aux États-Unis, machin, etc. Et c'est une possibilité, quoi. C'est aussi pour ça que Amazon, ils font gaffe maintenant à ce qui sortent. C'est aussi pour ça que Apple fait très gaffe à ce qui sort au cinéma aux États-Unis, parce que ils veulent pas des articles de journaux qui disent que ce sont des flops. C'est aussi bête que ça. Et moi, je trouve que c'est un peu dangereux. Alors, dernière chose, il va sortir aux États-Unis
le week-end du Super Bowl, qui est normalement censé être un week-end mort aux États-Unis. C'est-à-dire que pour les salles de cinéma, ils sortent rien ce week-end-là, parce qu'ils savent très bien que c'est dead. Il y a le Super Bowl le dimanche, c'est cuit. Et c'est aussi pour ça que Netflix a pu le placer ce week-end-là, c'est parce qu'il n'y avait pas de compétition en fait. Il y avait la seule compétition, c'est le Super Bowl. Donc on n'est pas à l'abri que ce soit aussi un foirage, quoi, que vraiment ce soit un flop et que ça après, alors peut-être que ça l'aiderait pour être après sur Netflix, mais voilà. Moi je suis pas persuadé que ce soit un très bon calcul. On verra bien, mais en tout cas ils ouvrent un tout petit peu la porte, mais vraiment léger, quoi. En tout cas ils la déverrouillent un petit peu, quoi. Allez, on passe maintenant à un autre truc qui est arrivé ce mois-ci, c'est l'arrivée de TF1+ sur Netflix. Alors, ça a été implémenté dans l'appli. On a eu une magnifique petite vidéo. Il y avait une petite pub qui ouvrait, qui parlait, etc. de TF1+. Je vais vous laisser parler sur ça parce que j'ai déjà beaucoup parlé là juste avant. Je vais commencer par Hélène. Parce que Damien, je suis pas certain que tu aies utilisé beaucoup Non. TF1+ pour le coup. Non, voilà. Non. J'utilise TF1+, l'appli, pour regarder des chaînes TF1. Ça m'est arrivé de tomber sur des films. C'était pas fou d'ailleurs. J'en avais déjà parlé dans un ancien épisode, je crois. Mais non, du coup, j'ai pas pu l'utiliser sur Netflix. J'ai pas encore vu à quoi ça ressemble. D'accord. Donc je vais en parler. Je sais que Hélène, par contre, t'as un peu poncé le truc, je pense. Oh, j'ai pas poncé, mais effectivement, j'ai utilisé TF1+ sur Netflix. On va dire ça comme ça. Et alors, deux utilisations. Enfin, deux utilisations. Le premier truc, c'est que sur mobile, je n'ai pas le live, parce qu'il y a ça aussi à préciser. Donc, je n'ai que le replay. Sur PC navigateur, c'est pareil. Il n'y a pas le live non plus sur PC, je crois, effectivement. Non plus. Donc, du coup, je n'ai le live que sur la télé. Donc, je m'en suis servi bien sûr pour regarder la finale de Koh-Lanta mardi dernier. Ça a très bien fonctionné. C'est les mêmes pubs qu'à la télé. Enfin, c'est genre juste comme si tu regardais le direct de TF1, quoi. Il y a pas de changement. Le flux était plutôt propre. Ça n'a pas lagué, machin. Enfin, il n'y a pas eu de différence. Et le live plutôt très facilement accessible depuis la télé. Par contre, quand on est sur mobile ou sur navigateur, faut chercher TF1 pour trouver TF1, quoi. C'est pas... Genre, il n'y a pas un onglet, il n'y a pas une catégorie. Je trouve que c'est pas très simple à trouver. Et après, il y a pas mal de choses dedans. Et ça me fait vraiment penser que j'ai hâte que Noël arrive. Parce que à partir de, je pense, octobre-novembre, il va y avoir une flopée de téléfilms de Noël. Et ça va être un bonheur parce que l'année dernière, Netflix avait été un peu radin. Donc voilà, ça c'est mon gros souhait. Après, je suis pas sûre de me refaire l'intégrale du Miel et les abeilles ou de Sous le soleil. Premier baiser, voilà. Faut peut-être pas déconner, tu vois. Mais c'est marrant qu'ils aient récupéré un peu tout comme contenu. Je m'attendais à ce qu'il y ait une sélection peut-être un peu plus, je sais pas, moderne. Mais non. Ils ont quand même été déterrés des trucs assez vieux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec des vieilles saisons. Alors, sur le cas de Koh-Lanta, c'est que à partir de la saison 17 jusqu'à la saison actuelle, qui était la 33. Mais sur TF1+, on les a tous sur TF1+, on les a toutes les saisons. Non, je pense pas. C'est ça, c'est pareil, je crois. Il me semble que c'est à peu près le même. Ouais. Exactement, mais voilà, si tu as envie de te mater la saison 1 de The Voice, ils ont mis l'intégralité. Ce qui me faisait rire aussi, c'est sur les vieilles séries, genre Une nounou d'enfer, tu vois. Ça fait longtemps que c'est terminé, mais il y a des nouveaux épisodes parce qu'ils ont genre pas sorti la dernière saison tout de suite, histoire de faire un petit peu de faux contenu récent, quoi. Genre si tu voulais voir, je sais plus, c'était peut-être Les filles à côté, mais les abeilles, enfin je sais plus. Genre il manquait la dernière saison et ils vont l'ajouter mi-juillet. T'es là genre les gars, quoi. On sait que c'est fini depuis des années. Mais ouais, non, c'est je sais pas si c'est cool. Je sais pas si je vais en profiter pour me remater certains trucs. Après, c'est pas mal si il vous manque des films cultes français, parce qu'il y en a quand même pas mal sur TF1. Donc ça permet de rattraper des contenus autres que des trucs américains, quoi. Et puis
Si par exemple vous avez jamais vu le dernier épisode de Hélène et les garçons, c'est l'occasion aussi de le voir facilement. C'est vrai. quoi. C'est Sur votre complètement- Netflix directement. Bien sûr. Hélène et les garçons, d'ailleurs, c'était l'un des titres de Netflixers qu'on avait évoqué au tout début. Effectivement. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Ok, donc plutôt, oui, intrigué, mais ça va pas changer fondamentalement ta. Moi, ça va changer quelque chose, c'est que l'appli TF1+, je l'ai d'installer, mais je ne l'ouvre jamais, sauf si on rate Koh-Lanta et qu'il fallait regarder une rediff. Là, d'avoir les trucs à dispo, j'avoue que j'en ai fait un petit tour et je me suis épinglé pas mal de téléfilms qui sont pas forcément des trucs de bonne qualité, genre des histoires de voilà, Prince Charmant cherche maison, Princesse Incognito, un coup de foudre en héritage, tu vois, je me suis préparé des choses pour passer des soirées, le cerveau bien rempli d'intrigues complexes, Oui, bien sûr. bien sûr. Mais ouais, non, peut-être que je vais aller creuser dedans, mais j'ai vu qu'il y avait aussi quelques films américains que j'avais pas vus et que je m'étais mis de côté. Par exemple, le film romantique avec Katie Holmes, c'est Jim Sturgess, qui s'appelait Alone Together, où je voulais le voir, je l'avais pas vu. Il est dedans, bah écoute, ça fait plaisir, quoi. Donc ouais, à creuser. Je pense que ça fait pas mal de contenu en plus à creuser. Et eux, ils ont un logo TF1, donc en plus on sait que c'est des contenus TF1. Non, ils l'ont pas sur la vignette. Ça pourrait être directement sur la vignette, c'est ça. Ça pourrait être c'est quand tu déroules le truc, mais. Ils auraient pu le mettre sur la vignette. Voilà. Au cas où Netflix veut faire pareil aussi sur ses contenus, ils pourraient. Mais non, en tout cas, c'est cool qu'ils les aient identifiés. Donc maintenant, il y a des films Netflix, des films pas Netflix et des films TF1. Quoi. Et ça pose, moi je trouve que ça pose quand même beaucoup de problèmes. Alors moi, je vois vraiment les limites du truc, quoi. C'est-à-dire que, bon, déjà, tu l'as dit, TV, mobile et PC, mais pas, il n'y a pas sur tablette. Donc ouais, du coup sur tablette, t'as même pas le live. Ni le live ni le TF1+. T'as aucun programme TF1+. Et ce que je trouve ça cool, c'est que en soi, la technologie de TF1+, c'est juste des Netflix. Enfin, il y a rien de. Pour moi, c'est clairement c'est une demande de TF1. Ils ont fait OK, mais pas sur tablette, parce que je pense que, j'ai pas envie de dire la majorité des gens regardent sur tablette, mais je pense qu'il y a une partie non négligeable qui regarde sur tablette TF1+, et ils se disent si on fout ça sur Netflix, c'est mort. Là où j'ai un peu du mal avec cet argument que j'ai moi-même dit, c'est que en fait c'est pareil, je me dis pourquoi sur les TV connectées dans ce cas-là en fait, parce que de fait, TV connectée, je pense que c'est là où les gens utilisent le plus. Mais moi par exemple, j'utilise pas sur télé connectée. Et j'utilise TF1+ que sur tablette, et je suis baisé en fait. Je peux même pas regarder sur tablette, c'est foutu quoi. Donc c'est uniquement sur mon téléphone ou éventuellement sur PC, mais voilà, j'ai pas de télé connectée, moi j'ai même pas de télé d'ailleurs pour le coup, et donc je peux même pas regarder sur ça. Donc par exemple, j'avais vu qu'il y avait Tintin et les oranges bleues, là, je voulais montrer ça à mon fils, et soit il regarde sur mon téléphone, soit il regarde sur mon PC. Bon, je vais regarder sur mon PC, je pense, mais c'est un peu dommage quoi. Je trouve je trouve ça vraiment assez mal foutu de ce côté-là, et surtout ça n'a pas été mis très clairement en fait. Tu vois, c'est qu'il y a des gens, moi on en parlait sur le Discord, on se disait mais pourquoi j'y ai pas accès en fait. Soit est-ce que c'est un problème, je sais pas moi, de ma langue, est-ce que c'est un problème de ce truc-là, est-ce que c'est un problème de ce machin-là, et en fait c'est pas marqué quoi, tu vois. Donc de fait ça limite aussi les gens qui regardent, le nombre de gens qui peuvent regarder, je le pense. Mais voilà, je trouve ça assez bizarre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, c'est Sylvain qui en parle dans le truc, c'est le replay. Parce que je prends un exemple, il y a New York Section Criminelle, par exemple. Eh bien, tu lances le truc, tu as 3 épisodes dedans. Parce que ce sont les 3 derniers épisodes qui sont rentrés. Et là où ça pose problème, je pense, c'est que pour des gens qui s'y connaîtraient pas, l'habitude de Netflix, c'est tu as une vignette, tu cliques dessus, tu as une saison minimum, tu vois. Minimum, tu as une saison. Là, c'est même pas le cas, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas de saison, tu as juste les 3 épisodes de replay, et comme le dit Sylvain aussi, ça tourne vite, en fait. Je veux dire, c'est une fois que ça reste peut-être, je sais pas moi, 3 jours, une semaine, et après, ça s'enlève, quoi. Donc, c'est une autre façon de faire, et heureusement qu'ils ont foutu TF1+ dessus pour qu'on sache, mais ça reste quand même, je trouve, assez mal foutu, et c'est le problème du replay en fait, c'est-à-dire que le replay, pour certains trucs, il n'a qu'une durée de vie très limitée en fait, donc tu as des choses qui viennent, qui repartent, etc.,
ouais, je pense que ça peut poser problème. Ensuite, l'autre chose, c'est les pubs qui sont déjà dedans. Et ça, c'est pareil. Moi, je paye un abonnement sans pub. Bon, Oui. je suis au courant que si je regarde les trucs TF1+, j'aurai de la pub dedans parce que en plus, c'est marqué. Mais là, à nouveau, ça va un petit peu en contradiction avec l'utilisation de Netflix de base, c'est-à-dire que surtout si t'as pas un abonnement avec pub. Je pense que si t'as pas d'abonnement avec pub, enfin si t'as un abonnement avec pub, pardon, ça te change pas trop ton quotidien. C'est voilà, t'as des pubs et puis c'est tout. Mais quand tu payes un abonnement assez cher pour des trucs sans pub, alors ok, t'es content d'avoir plein de choses nouvelles. Là, tu vois, notamment il y a Dune qui vient d'arriver, etc. et tout, donc ça c'est plutôt sympa. Mais au final, bon, bah, si tu te dis, bah merde, je vais pas regarder Dune, je vais taper Dune, ok, il est dispo que via TF1+, donc ça veut dire que je vais me taper une pub tous les machins, quoi. C'est toutes les 20 minutes ou 30 minutes, quoi. Donc c'est un peu chiant, je trouve, de ce point de vue-là. Je trouve que c'est mal branlé. Je trouve que Netflix, surtout, ça va créer un peu, sans doute, pas de rancœur, mais de gens qui vont se dire, mais en fait, c'est relou parce qu'il y a des pubs, alors que moi, je fais un truc sans pub. Voilà, c'est pas forcément, tu vois, pour tout le monde. Et puis, ah bah tiens, je regardais ça, il y a plus que 3 épisodes. Pourquoi il y a que 3 épisodes? C'est pas comme ça que je suis habitué depuis 12 ans avec Netflix. Et je suis un peu déçu. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, les catalogues sont très complémentaires, effectivement. Alors, parce que tu as beaucoup de replays d'émissions, de trucs comme ça et tout. Rick Hunter, t'as Rick Hunter quand même. Attends, t'as les dessous de Palm Beach. T'as 21 Jump Street, quoi, tu vois, donc des trucs... Oui, mais tu vois, si tu veux voilà, regarder quoi. Amour, gloire et beauté, et ben ça commence qu'à l'épisode 9359. Ouais, donc là, il t'en manque T'as quand pas même... les ouais, 9358 épisodes précédents. Non, ça c'est dommage, ça. C'est vraiment dommage, quoi, pour le coup. Ouais, c'est vrai que c'est un gros manque. Et, dernier truc... C'est marrant parce que c'est un truc que j'avais en... Je me demandais comment ça allait être foutu ensemble, c'est-à-dire que sur Netflix, je sais pas si vous voyez la série Ghost, qui est une série américaine, une sitcom qui est vraiment très sympa pour le coup, avec Rose McIver, donc la fille de... qui jouait dans un truc sur des vampires, là. Je sais plus comment ça s'appelait. Rose, un truc... bon, bref, peu importe. Netflix a une saison, TF1+ a 3 saisons de la série, et ils n'ont pas cumulé les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que la saison de Netflix qui est dispo sur Netflix. Ils n'ont pas rajouté les 2 autres saisons qui manquaient. Donc, imaginons un film, par exemple, qui serait dispo sur Netflix et sur TF1+. Je ne sais pas si c'est la version avec pub ou sans pub qui est priorisée. Je sais même pas si... je sais même pas comment ça se passe, en fait, quand c'est comme ça. Donc, je serais très curieux de savoir... tout ça. Alors, là où c'est assez marrant aussi, c'est que ça comble aussi des trous, par exemple. Il y avait... la série Degrassi The Next Generation, sauf erreur, c'était une série Netflix quasiment dans tout le monde, enfin dans le monde entier, sauf pour nous, en France, elle n'était pas série Netflix Originals, elle n'a jamais été en fait. Et là, elle arrive sur Netflix grâce à ce truc de TF1+. Je trouve ça assez marrant, c'est-à-dire que ça comble un trou de Netflix Originals qu'on n'a jamais eu en France, parce que c'était pas une série Netflix Originals. Pareil, Amazon a vendu certains de ses films originaux à TMC, par exemple, pour que ça passe sur TMC. Alors, c'était le film avec Shotgun Wedding, là, avec Jennifer Lopez, qui était sorti il y a 2 ans sur Amazon Prime directement. Et ben, en fait, le film se retrouve sur Netflix maintenant parce que, avec le replay de TMC, en fait. Je trouve ça assez marrant de voir qu'on a aussi des films qui se pointent comme ça alors qu'ils étaient pas censés arriver sur Netflix un de ces jours, quoi. Mais comme TF1 a chopé les droits pour la télé et que c'est là, je trouve ça vraiment très, très marrant, quoi. Bref, je suis pas tout à fait persuadé vraiment que l'implémentation soit de la façon la plus optimale. Alors peut-être que Sylvain, qui est là justement je crois qu'au niveau du top 10 français, il me semble qu'il n'y a eu que Secret Story qui a réussi à percer. Je ne sais pas si Koh-Lanta a réussi aussi à le faire, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a que TF1, il n'y a que Secret Story qui est parvenu à agripper le top 10 enfin pas hebdomadaire, mais pardon, quotidien en France. Donc ça veut dire que bon, l'adoption est pas au top. Et pas très longtemps, enfin juste sur le lancement, quoi. Ouais, voilà, ça, pour le lancement, parce que c'est du direct. Enfin, c'est pas je sais même pas si c'est du direct d'ailleurs, mais voilà. Donc, on n'a pas encore vu d'autres titres comme ça popper sur le top 10. Donc, ça veut dire que je pense, encore une fois, c'est aussi limité parce que je sais pas combien de gens sont sur tablette, par exemple, et forcément, tu n'y as pas accès, quoi. Ça me paraît un peu bizarre comme truc quand même. C'est pas tout à fait, comment dirais-je, c'est pas assez cuit leur truc, quoi. Ouais. C'est pas assez cuit, quoi.
C'est Ah, une bonne opération promo, ça rajoute du contenu, mais c'est pas non plus dans la meilleure façon possible, quoi. Alors, truc bizarre par contre, c'est que justement les Tintins, là, les vieux Tintins des années 60, là, ils sont dispo via TF1+, mais ils n'ont pas de pub. Ah oui? Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est un truc pour les enfants. Et que sur les trucs d'enfants, il n'y a pas de. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Ah oui, Donc, c'est ça, ouais, je crois que c'est sur tous les trucs pour enfants, il me semble. Mais je crois Ça doit être ça. que oui, sur les trucs pour enfants, il n'y a pas de pub en général. Effectivement, il n'y a pas de Ouais. pub. Sur les... Voilà, donc il n'y a pas de pub, et donc ça c'est cool. Parce que voilà, ça fait au moins un truc que je pourrais regarder sans que. Mais tu vois, Simone Biles, il y a des trucs sur enfants. Par contre, là. excusez-moi, mais Vas-y. à la mort de James Van Der Beek, ils avaient mis la première saison de Dawson sur TF1+. Elle n'y est pas sur Netflix. Non. Non, mais c'était que la première saison. Est-ce qu'elle y est encore sur TF1+ aussi? Je ne sais pas, je pense que non. Je pense que c'était pour surfer. Ouais, c'était pour surfer sur. Et pourquoi tu veux Dawson quand t'as 13 saisons de Sous le Soleil? Parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus et que j'ai la flemme de mettre les DVD dans le lecteur. Ouais, ça c'est. Ouais. Mais attends, Dawson a été sur Netflix très longtemps. Mais ils sont pas sur. Oui, sur Disney+. ou sur Prime, je sais plus. Non, ça a été sur Netflix, je crois, il me semble. Bon, ok, donc voilà, il y a des choses. Voilà, donc le fait qu'on n'ait pas le direct non plus, moi, ça me. Sur PC ou autre, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, je vois pas ce que ça coûte en fait. Enfin. Bon, bref. Oui, après, je me dis, est-ce que sur. Le fait qu'on l'ait pas sur tablette, c'est aussi parce qu'ils ont énormément de consommation d'enfants sur tablette. Je sais pas en fait ce que ça représente. Bah oui, mais c'est. Ouais, non, mais ça fait. Les trucs que les gamins regardent en boucle, ça va être sur tablette, ça va être sur mobile. Oui, sans doute, ouais. C'est là où eux ont leur gros potentiel de foutre de la pub partout, quoi. Mais ça fait mi-cuit, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Si en plus ils mettent pas de pub sur les trucs pour enfants sur Netflix, c'est encore plus bizarre. Donc même sur Apple Télé, je dis que c'est sur tablette Android, Apple TV, tout ça, il y a pas de ça ne c'est pas dedans, quoi. Donc c'est juste voilà. Et alors, si dernier truc quand même aussi que je trouve assez incroyable, c'est que il y a une option dans le profil pour cacher les programmes TF1+, pour pas qu'ils vous soient proposés. Et ça, je trouve aussi, ça fait. Je sais pas qui a demandé ça, quoi. Tu vois, parce que c'est Netflix qui s'est dit, on va avoir des gens qui vont gueuler parce que ils vont voir qu'il y a que 3 épisodes et ça va les saouler d'avoir de la pub. Et donc ils vont se dire, on peut invisibiliser tout ça. Alors si vous faites une recherche, ils ressortiront quand même, mais on peut de base cacher tous ces trucs-là, cacher tous les programmes TF1+. Et je trouve ça vraiment de me dire, mais en fait c'est pareil, ça fait un peu bon, vous voulez absolument faire un deal avec eux, mais vous y allez pas à fond non plus, quoi. Je veux dire, ils auraient très bien pu foutre, comme tu as dit, ils pourraient très bien foutre un corner TF1+, t'y vas pas, puis c'est tout, quoi, tu vois. Ça, c'est pour bon, moi, tu mets un onglet ou dans une catégorie, tu vois. Enfin, tu fais une catégorie TF1+. Après, ça redescend d'un niveau en dessous, voilà, quoi. Ouais, ceux qui veulent, voilà, et puis mais un peu mi-cuit, quoi. Pourtant ça fait 1 an qu'ils l'ont annoncé, mais bon, je trouve que c'est pas tout à fait top, quoi. D'ailleurs, on m'a dit que l'application mobile Netflix devrait bientôt avoir un relooking qui suit le relooking de l'appli sur télé. Donc on risque d'avoir le pendant de ce qui s'est passé pour la télé, quoi. Et je suis pas très chaud pour ça, pour tout vous dire. Ouais. Bon, ça marchait plutôt bien, mais bon, bref. Voilà. Bon, voilà ce qu'on avait à dire sur TF1+. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ça? Non. Et du coup, est-ce que un contenu TF1+, on peut en parler sur Netflixers après? Tu veux parler de Koh-Lanta absolument? Non, parce que c'est pas Netflix. C'est pas Netflix Originals, donc a priori non. Par contre, tu peux parler d'un truc Prime Original qui a été diffusé sur TF1 et qui est dispo sur Netflix. Et on le mettrait dans Amazon Prime. C'est ça qu'on appelle le multiverse. C'est le multiverse. Et c'est le multiverse streaming, c'est exactement ça. Allez, on passe maintenant à ce qu'on a vu les 2 mois derniers sur Netflix. À ce moment-là, j'ignorais complètement pourquoi ces hommes m'avaient sauvée. Ou même pourquoi j'étais chez eux.
son devoir. Et toi, c'est quoi le tien? Prendre soin de toi. Là, ne peut pas risquer d'être vue hors de la maison. Il y a un contrat sur elle. Attends, comment ça, il y a un contrat? Papa, tu vas m'expliquer Beaucoup ou... de gens en ont après son sang. Vous croyez que c'était qui? À mon avis, c'était un chasseur. Le genre qui chasse pour de l'argent. Des gens, des animaux, des objets. Tant qu'on y met le prix, il trouve tout ce qu'on veut. Vite, baisse-toi! Les chasseurs n'arrêteront pas. Plus personne ne sera en sécurité. S'il n'y a aucun endroit sûr pour moi sur cette planète, alors je vais me transformer en arme de guerre pour me protéger. Tu crois que tu vas réussir à veiller sur elle comme il se doit? Je veux juste qu'elle soit en sécurité. Si je crève, je veux que tu restes avec elle et que tu prennes soin d'elle. Je veux plus m'endormir chaque soir en me demandant qui sera plus là à mon réveil. Je veux que tu m'apprennes à devenir un assassin. Bon, on a fait une petite sélection. Moi, j'ai pas tout mis non. Enfin, si j'ai tout mis, mais j'ai pas vu grand chose de base. Mais c'est vrai que voilà, on va essayer de se. Vu qu'on revient tous les 2 mois maintenant, on va essayer de garder que la substantifique moelle de ce qu'on a dit vu. sur Netflix, mais j'en vois un, il a pas vu un seul truc sur Netflix. Hein. Oui, bah, Non, c'est je Damien, l'ai comme même d'hab, enlevé, ça. moi. J'ai Il a enlevé retiré Netflix. Les gens Pour mettre savent. Paramount Plus. Les gens savent que Damien ne regarde pas Netflix de toute façon. Il ne regarde pas. Pour Ça regarder ne l'intéresse pas. le ciné-club. Voilà, juste le ciné-club. Alors justement, le ciné-club, c'était le film My Dearest Assassin, un film thaïlandais, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est traquée pour la rareté de son groupe sanguin, qui concerne que c'est quoi 0,06% je crois des gens, ou 0,0006% des gens, bref. Et donc, sa famille se fait tuer, elle est jeune à ce moment-là, elle a quoi, 11-12 ans. Sa famille se fait tuer, elle manque de se faire, comment dirais-je, kidnappée par un mec qui veut la vendre après à un gars ultra richissime à Dubaï qui est atteint d'une maladie et qui a besoin de ce sang pour continuer à vivre. Et donc, grâce à d'autres gens qui arrivent à ce moment-là, elle arrive à être sauvée. Aussi kidnappée. Elle se fait aussi kidnapper, de fait, et par d'autres gens, des gens plus gentils. Enfin, plus gentils, non, parce que c'était quand même des tueurs à gages, peu importe. Et elle est ensuite élevée dans une sorte de... C'est quoi? C'est un magasin de... Ouais, un magasin d'antiquaire. Voilà, d'antiquité, exactement. Et, mais c'est un magasin d'antiquité qui est géré par des tueurs à gages, par des assassins. Et elle trouve refuge là-bas, donc un petit peu Mais elle a pas le droit de prisonnière, sortir. mais elle n'a pas le droit de sortir. Et elle se lie d'amitié, même d'amour, avec le fils les 2 fils de la personne qui gère du chef, quoi. Sauf que des gens vont retomber sur sa trace, donc les mecs du début qui ont essayé de la choper là, ils vont retrouver sa trace, et donc après ça va faire poum poum bang bang bang. Je vais pas vous mentir, je l'ai regardé en 2 fois parce que la première fois je me suis endormi devant, mais j'étais sans doute pas bien réveillé pour ça. Mais c'est quand même un film d'action, hein. Ça oui. pétarade de partout, c'est assez violent. C'est assez sanglant aussi. Il y a des choses, il y a des membres qui se font découper, des trucs comme ça. C'est plutôt agréable au final parce que je me suis endormi au début, mais après, je trouve que ça va. Je me suis réveillé après, j'ai relancé forcément le film. Et je trouve que vers la fin, ça s'améliore, mais c'est pas non plus un grand film. Après, de tous les films thaïlandais qu'on a vus, c'est peut-être le meilleur. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est un peu ce qu'on a vu de meilleur. Voilà, alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de My Dearest Assassin? Allez, vas-y, Hélène, tiens. Toi qui l'as vu dans l'avion. J'avais un peu peur avec le titre qu'on tombe sur je sais pas, tu sais, un truc syndrome de Stockholm, là, une nana qui tombe amoureuse de la personne qui veut la tuer, tu vois. C'était un peu... Le titre me faisait penser à ça. En fait, on est très loin de tout ça. C'est un bon gros film d'action très cinéma hongkongais. Oui, ça va être ça. Où ils se mettent bien sur la gueule partout. Ouais, mais ça fait. Oui, ça fait
plus pensé à un truc hongkongais dans tellement il y a de combats vraiment nerveux et des belles chorégraphies de combat. Et en fait, j'ai pas mal été emportée par le truc. Alors c'est peut-être un peu long pour ce que ça raconte. Les scènes de combat sont assez longues, mais en même temps, c'est là-dessus qu'ils font tout leur talent, quoi. Et non, c'était plutôt ok en fait. Alors c'est pas exceptionnel comme tu disais, mais j'étais plutôt surprise par la qualité du résultat, quoi. Côté mélodrame-ado, un peu moins. D'ailleurs, je dis ado, mais physiquement, ils ont pas l'air d'être ados, mais on te fait croire que ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Enfin bon, c'est un peu toujours un peu bizarre ces trucs-là sur la temporalité des personnages. Mais non, c'était ok. Voilà. Mais est-ce que c'est le meilleur film que j'ai vu Thaïlande, je sais pas. Je crois qu'on avait vu un film, une comédie romantique à un moment, il me semble qu'on avait dû voir ça aussi. Ça me dit quelque chose. Damien, qu'est-ce qu'on a pensé toi du Ciné Club ? Moi j'ai trouvé, au début je me suis dit l'action me fait penser à un film que j'avais vu, qui était un film hongkongais réalisé par un réalisateur écossais. Ouais, et j'ai oublié le titre et j'arrive pas à le retrouver depuis. The Raid. Merci, The Raid, oui. voilà. Ouais. Et je veux dire, dans la manière de fracasser les autres et de le filmer, maintenant ça a pas. Après, je me suis rendu compte que ça avait pas le niveau de The Raid, dans le côté jouissif des combats. Il y a une histoire peut-être aussi un petit peu plus élaborée que The Raid. The Raid, c'est quand même vachement basique. The Raid, c'était très jeu vidéo, quoi. Tu passes des niveaux, t'as un boss c'est de ça. fin, Mais c'était jouissif, quoi. Vraiment, c'était un plaisir à regarder. Bref, c'est long. Je trouve ça dure 2h09, j'ai vu. C'est long, quand même. Et puis, il y a une fin ouverte. Je me dis, peut-être que c'est pas la peine. Dans le sens où la commanditaire est toujours vivante. La meuf, donc... Est-ce qu'ils vont faire un deuxième épisode ? Est-ce que... Je sais pas, je suis un peu resté sur ma faim. Tout s'arrange, elle est en train de former son gamin. Enfin, voilà. Un cercle de violence qui ne s'arrête jamais. Mais de toute façon, elle a appris à combattre rien qu'en regardant les autres s'entraîner. Donc, oui. Alors pareil, non, alors elle avait quelques trucs, parce que quand elle est môme, elle avait quand même des petits... elle se défendait un petit peu, tu vois. Elle avait par contre, ce qui m'a plus surpris, c'est le fameux assassin là, dont elle tombe amoureuse. Là. On le voit jamais s'entraîner, lui. Et a priori, il n'était pas censé s'entraîner pour être un assassin, lui. C'était l'autre qui était censé, son frère qui était censé être celui qui va se battre et tout, et lui n'était pas censé se battre. Et il arrive comme ça, lui aussi, à devenir un assassin en disant « Ouais, moi, je lui ai tout appris à mon frère, etc. » Alors que tu te dis « Mais d'où est-ce que tu... » Et en fait, je trouve ça très bizarre, en fait. Pourquoi c'est ce mec-là qui est le vrai assassin, alors qu'au final, on le voit pas du tout s'entraîner, on sait même pas comment il arrive à avoir tout ça. C'est juste, voilà. Alors, apparemment, ça a été vendu en Thaïlande comme étant la réponse à John Wick. Ah ouais. Et je peux le voir un petit peu. Enfin, il y a un petit peu du truc, du style, c'est assez sanglant, ça pète de partout. Mais après, Enfin, sur le côté violence, je pense. Tu vois, le côté violence, c'est comment c'est filmé. Oui, c'est plus que John Wick s'inspire beaucoup du cinéma asiatique dans ses combats, quoi. Bien sûr, oui. Bien sûr. Je le vois plus dans ce sens-là que dans l'autre sens, en tout cas. Mais... Oui, non, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que les scènes de combat sont plutôt pas mal, pour le coup. Et ça... Alors, je m'attendais à avoir plus de plans séquences. Et il y en avait quelques-uns, mais c'est pas non plus énorme. Il n'y a pas genre vraiment une grosse scène, plan séquence, qui serait un truc vraiment techniquement nickel. J'ai pas trop vu ça. Il y a quelques trucs qui durent 30 secondes, etc. Où tu dis, ah, peut-être que, puis en fait, non. Notamment, il y a un moment dans un couloir, je me suis dit, ils vont nous refaire une scène dans un couloir où ça se tape, comme dans Daredevil, là, comme dans la série Daredevil, où ça va se frapper pendant 3 minutes et tout. Et en fait, pas trop. C'est pas trop leur truc, j'ai l'impression. Donc, bon. Mais bon, c'est vrai que c'était pas trop mal. Écoutez, dans mon cercle, moi, sur Letterboxd, il y en a qui lui ont mis 4,5 sur 5. Donc, voilà. Alors, ils l'ont pas regardé grâce à nous, hein, mais je me suis dit, donc, 4,5, donc, faut y aller, quoi. Mais très bien. Donc voilà, je pense que certains vont y trouver quelque chose de bien à voir. Alors justement, sur le Discord, il y a Dotprod qui nous dit c'est pas trop mal, un film d'action plutôt lambda, ça dure 30 minutes de trop et la caméra tremblotante à tout voir de champ,
tout voir de champ, pardon. C'est plutôt désagréable. Après, on ne s'ennuie pas pour autant. Il y a 2-3 passages qui marchent bien. Par contre, il va y avoir un 2 du coup, non, parce que la commanditaire n'est pas tuée. Et il rejoint un peu tout ce qu'on a dit. Pour le coup, c'est vraiment ça. C'est 30 minutes de trop. C'est vrai que je pense que ça aurait gagné à être un peu plus. Ce soit John Wick, ça dure pas 2 heures, je crois, il me semble. Le premier John Wick ne dure pas 2 heures, justement, si on veut vraiment aller là-dessus. Cyril qui nous dit: j'ai trouvé ça pas mal malgré des longueurs dans certaines scènes. On aurait pu gagner 20 minutes sans difficulté, mais enfin, je ne me suis pas ennuyé. Un reproche tout de même, mais qui s'applique souvent aux productions Netflix, c'est le manque d'ancrage dans le pays d'origine. On ne sent pas des masses la Thaïlande, ça pourrait venir de presque tous les pays d'Extrême-Orient. Ça, c'est vrai, j'en reparlerai tout à l'heure, moi, sur un film qui, justement, fait ça très bien. Mais c'est vrai que, pour moi, ça manque effectivement d'ancrage dans les pays. Alors là, il parle de Vietnam au début, etc. Il y a un peu de Dubaï, mais on se doute bien que c'est pas non plus, ça n'a pas été tourné à Dubaï, mais ça manque un petit peu, peut-être, d'ancrage. D'ailleurs, pourquoi Dubaï, d'ailleurs? Ça me fait marrer. Pourquoi est-ce que les méchants viennent de Dubaï? Je sais pas trop. Bon, méchants riches, ça marche bien, Dubaï, je pense. Ouais, voilà, Dubaï, allez hop, ok. Mais bon, on peut en trouver sans doute plus près des méchants riches. Donc voilà, c'est vrai que ça manque, ça, je trouve, quand un film n'arrive pas à vraiment prendre possession du lieu dans lequel il se trouve et que c'est lambda au possible, ça, je trouve que ça atténue un petit peu la force. Moi, je recommande dans le même genre, mais vraiment, bon, dans le même genre, non, pas le même genre, mais le film Kate avec Mary-Elizabeth Winstead, où c'est pareil, c'est de la violence, etc. et tout, et ça fait vraiment, pour le coup, ça prend Tokyo à fond, quoi. Ça utilise Tokyo à fond, pour le coup, et moi, j'avais trouvé ça vraiment super. Donc, voilà pour le Ciné-Club Netflixers. Donc, ce sera Hélène qui choisira tout à l'heure. Alors, justement, donc, comme on passe maintenant sur un rythme bimestriel, elle pourra choisir sur tout le mois de juillet et le début du mois d'août avec ce qu'on sait déjà. Alors, il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter après, mais déjà, ça nous donne un bon aperçu de ce qui va arriver dans les semaines qui viennent. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu as vu, toi? Alors, en film, tu n'as pas vu Voicemails for Isabelle? Non. Et pourquoi ça? Non. Une comédie romantique, Hélène. Bah oui, mais en fait, je me dis qu'il doit pas être dans ma liste. Qu'est-ce qui se passe? Parce En qu'il n'a fait... pas le petit N rouge. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il est sorti en juin. Ouais. Et en fait, souvent, ce que je fais, c'est que quand on fait le Netflixers, j'en profite pour mettre à jour ma liste. Et là, tu l'as pas fait. Et là, comme je on l'ai n'a pas fait de... parce qu'on n'a pas fait d'épisode. Exactement. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est ma faute, alors. C'est ma faute. Et il me l'a pas mis en avant du tout, tu vois. Genre vraiment pas. Ce que je trouve fou, parce que j'ai regardé plutôt des trucs un peu dark ce mois-ci, mais... Bah non, attends, rien que tes films là que t'as marqués, c'est pas dark, tu vois, au contraire. Oui, c'est vrai. Les films que t'as choisis, c'est que des comédies romantiques quasiment. Donc, il aurait pu être un peu plus sympa. Et donc justement, dans ces films, tu as vu Office Romance, l'autre grosse comédie romantique du mois de juin, avec Jennifer Lopez. Ouais. Alors... C'était pas bien. Alors, c'était pas bien du tout. Mais genre vraiment pas bien du tout. Non. En fait, c'est assez catastrophique. C'est genre vraiment ma réflexion quand ça s'est fini, c'est mais qu'est-ce que j'ai vu en fait là? Parce que sur l'histoire, donc c'est 2 collègues de travail, Jennifer Lopez qui est la boss et Brett Goldstein qui est l'avocat qui va bosser avec elle parce que elle a pas mal de problèmes sur le dos et ils tombent tous les deux profondément amoureux. Enfin, ils ont juste une liaison secrète au bureau. Faut pas savoir parce qu'il y a une règle des RH qui dit qu'on n'a pas le droit de coucher avec ses collègues. Et du coup, il y a une espèce de romance qui se crée autour de ça. Et en fait, leur relation, c'est le malaise en permanence. Genre, dès les premiers instants où ils se croisent et ils commencent à échanger, c'est déjà le malaise. Ce n'est que du malaise sur malaise. Et du coup, ça marche pas. Et genre vraiment, je sais pas. Il y a un problème d'écriture dans les 2 personnages. Il y a un problème d'écriture dans leur relation. Tout est mal écrit. C'est pas forcément très bien joué. Mais après, je pense que c'est difficile de jouer un truc mal écrit. Et du coup, non, c'est pas bon du tout. Hein. Et j'ai été très déçue parce que j'aime beaucoup Brett Goldstein. Jennifer Lopez, ok, sur comédie romantique, tu vois, ça me dérange pas. Mais lui, je l'aime énormément. Et en fait, il est pas bon pendant tout le truc. Son personnage est nul. Je n'y allais pas. Vraiment n'y allais pas. C'est nul. Ok. Et ben dis donc, pour que Hélène n'aime pas une comédie romantique, c'est que ça devait vraiment être nul. Ouais, et puis c'est pas très drôle. En fait, l'humour est raté. Vraiment, c'est pas bon. Ah oui. Ouais. Ah, ça c'est chaud ça. Ladies First. Donc le film avec
Sacha Sacha Baron Baron Cohen Cohen. et Ouais, Rosamund exactement. Pike, qui est du coup la version américaine du film français Je ne suis pas un homme facile, avec le même concept. C'est un mec très macho qui subit un choc à la tête et se retrouve embarqué dans un monde dystopique où c'est plus le patriarcat, mais c'est le matriarcat, mais version si les femmes euh, réagissaient comme des hommes, parce qu'on est d'accord que si c'était l'inverse, ça ne se passerait pas vraiment comme ça. Donc on est dans un monde dominé par les femmes qui dénigrent les hommes et tout ça, machin. Donc vraiment les rôles entièrement inversés. Et lui va réagir, essayer de comprendre, se faire une place dans ce monde-là. Et on lui explique rapidement qu'il faut juste qu'il remonte en haut de la pyramide de son entreprise pour pouvoir repasser dans le bon côté de l'univers. C'est pas forcément moins bien ou meilleur que la version française. C'est ok. Je dirais que l'adaptation elle est plutôt fidèle au produit d'origine. Je pense qu'à l'époque, quand j'ai vu Je ne suis pas un homme facile, j'étais un peu contente parce que ça faisait du bien de voir un film où un homme se rend compte à quel point c'est un connard de macho et à quel point il y a une différence évidente entre ce que vit une femme et ce que vit un homme dans le monde. Là, je me dis maintenant, on est en 2026. Il y aurait peut-être eu plus à faire sur le sujet. J'ai pas regardé si ça avait été réalisé par une femme d'ailleurs. Oui. Ouais. C'est Thea Sharrock qui avait fait un truc sur la Coupe du Monde des sans-abri, là, le film sur la Coupe du Monde des sans-abri. Elle a fait pas mal de. Elle a dû faire aussi un truc de. Comment il s'appelle de Lindsay Lohan, je crois. Enfin, une rom-com de Lindsay Lohan, je crois. Je l'aurais préféré s'il avait été un poil plus engagé. Parce qu'on est en 2026, parce que l'Amérique c'est un peu compliqué en ce moment avec les femmes. Je l'aurais préféré engagé. Mais il est ok à regarder, on passe pas un mauvais moment. Sacha Baron Cohen est plutôt soft, il est pas dans un personnage trop excentrique, donc ça va. Rosamund Pike, elle sait très bien faire la femme un peu détestable, donc c'est ok aussi. Mais ouais, je regrette un peu le manque d'engagement peut-être dans le scénario, quoi. Voilà. Alors je modifie ce que j'avais dit. En fait, elle a pas fait. Qu'est-ce que j'avais dit qu'elle avait fait? Je sais plus quoi. Elle a fait Me Before You. C'est le truc avec Emilia Clarke et Sam Claflin là en 2016. Voilà. Donc et The Beautiful Game aussi et Ladies First. Voilà. C'est ça qu'elle a fait. Quoi. Donc ouais. C'est plutôt bien ce qu'elle fait, mais c'est vrai que ça manque peut-être. Là après, je pense que c'est un problème de script aussi. Ils ont peut-être pas été assez loin dans le truc. Ouais, je pense qu'ils auraient dû creuser un peu plus, réactualiser un peu plus. Ouais, il y avait sur ce sujet, il y a des choses à faire intéressantes qu'ils auraient pu poser un peu plus. Ouais. Alors après, t'as bien mangé toi pendant les 2 mois là sur les docu true crime parce qu'il y a eu quand même du lourd hein. Et en tout cas et du lourd en plus qui a vachement bien marché. Ouais. Mais je peux rassurer les gens, j'ai vu plein de choses dans l'avion mais je vous en parle pas. Je vais juste vous dire les titres. J'ai vu Hamnet, Arco, Snow White, Goat, Wicked 2, Wuthering Heights, Minecraft Movie et The Housemaid. Donc j'ai regardé Hamnet. Et ouais, j'ai regardé Hamnet dans l'avion. Non mais t'es folle. J'ai chialé dans l'avion. Bah voilà, non, mais moi j'ai dit, c'est très clair, je ne le regarde jamais ce film. Je l'ai mis dans mon truc, c'est terminé. Non. Mais surtout est-ce que t'as... Je partais pour 3 semaines sans voir mon enfant. Ah oui, non mais c'est ça. Non mais non. Est-ce que t'as pleuré devant Minecraft aussi pour 2 saisons? Non, mais bon. Mais par contre, Wuthering Heights, j'ai pleuré de l'enfer que c'était. Ah oui. Ouais. Donc voilà. Mais non, oui, en rentrant, je me suis dit, si on reprenait la bonne humeur et qu'on regardait des documentaires. Alors, tu spoil pas trop parce que les 2 là, moi j'ai envie de les voir, les 2 premiers là. Ils sont sur ma liste et tout. Et donc, le premier c'est The Crash, qui est, figurez-vous, pour l'instant, selon moi les chiffres d'audience que j'ai, le film Netflix de 2026 le plus regardé aux États-Unis. Ah ouais. C'est-à-dire devant The Reap, devant War Machine, devant tous les gros trucs qui sont sortis, c'est celui-là
qui est le plus regardé, quoi. Et je trouve ça Ok. hallucinant, en fait. Parce que c'est un tout petit documentaire, enfin, true crime, comme il y en a eu 150 000 avant. Et c'est celui-là qui marche, quoi. Je trouve ça Ah. extraordinaire. Ouais, c'est ok. Je pense que, ouais, je sais pas s'il y a une raison, mais je pense un petit peu. Donc, du coup, The Crash, l'accident, c'est un docu sur l'affaire Mackenzie Shirilla. Donc, c'est un événement qui s'est déroulé au cours de l'été 2022. Il y avait 3 jeunes dans une voiture avec une jeune femme qui était la conductrice, elle avait 17 ans. La voiture s'est encastrée dans un bâtiment, à pas loin de, je sais pas, plus de 100 km/h, enfin vraiment un truc hyper violent. Les 2 garçons sont décédés et elle est en vie, la conductrice, bien amochée, hein, faut pas s'assurer quand même. Et du coup, c'est toute l'enquête autour de ce tragique accident, genre comment est-ce que ça a pu arriver, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Avec une conclusion qui d'ailleurs est pas définitive parce qu'il y a toujours des choses qui sont en cours au niveau procès et tout ça. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le crash a été filmé par des caméras de sécurité, donc on voit l'accident. Et ça, faut s'y préparer mentalement, parce que c'est pas... J'avoue que c'est choquant, c'est très fort comme truc. Voilà. Ah ouais. Donc, mon seul regret, c'est que... c'est compliqué, mais la conclusion, elle est pas terrible, parce que justement, c'est toujours un petit peu en cours. Les enquêtes et les sujets autour de cet accident. Mais ouais, c'est assez spectaculaire parce qu'aussi on a les images du crash, quoi. Et ouais, une espèce d'affaire un peu curieuse. Voilà. D'accord. Pour pas spoiler, c'est un peu difficile, mais... Oui, c'est un peu difficile. Ok, non, mais ça reste des histoires assez extraordinaires quand même à chaque fois. Tu sais, c'est comme un peu le High School Catfish là qu'on avait eu en début d'année là. C'est pareil, ce genre de truc. Tu te dis mais attends, mais cette année entre ça, The Crash, Maternal Instinct et tout là, on a quand même des docus qui cartonnent à fond, quoi. Ouais. Alors justement, Maternal Instinct, c'est le deuxième que tu as vu. Ouais. Et celui-là alors? Celui-là, il est très difficile à encaisser. Et toi qui aimes pas les trucs avec des enfants où ça va pas bien, je suis pas sûre que tu aies envie de le voir. Ok, d'accord. En gros, je l'enlève de ma liste. Le documentaire commence sur une femme qui est dans une voiture en train d'accoucher. Enfin, elle a accouché d'ailleurs, elle a un bébé avec elle. Les policiers l'arrêtent et tout, faut qu'ils l'emmènent à la maternité. Donc bien sûr, tout est filmé parce que la police américaine, tout est filmé en permanence. Donc on a toutes les images réelles. Et ils se rendent compte à l'hôpital que après des tests, cet enfant n'est pas son enfant. Et physiquement, il n'y a aucun moyen qu'elle vienne d'accoucher, en fait. Et donc, du coup, après, le documentaire fait un gros retour en arrière et retrace, du coup, le parcours de Taylor Parker, cette jeune femme. Et pour expliquer qui elle est, ce qui se passe, comment elle se retrouve à être en train d'accoucher dans une voiture d'un enfant qui apparemment n'est pas le sien. Enfin, qu'est-ce que c'est que tout ce truc? Et c'est horrible. Voilà. Ah ouais, c'est horrible, c'est immonde, c'est... je pense que le fait d'être maman aussi fait que ça fait des trucs horribles, mais c'est pas du tout une belle histoire. C'est des folies autour de mensonges, en fait, où le mensonge va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Et ouais, c'est assez... c'est dur. C'est vraiment très dur. Ok, d'accord. Ouais, s'il y a un truc qui retourne bien le bide, celui-là, il est pas mal. Oh, d'accord, bon, très bien. Ah, voilà. Retiré de ma liste. Michael Jackson, The Verdict. Alors, on apprécie ici sans doute Netflix qui a rushé de ouf pour sortir ce truc-là Ouais. dans les quelques semaines. Voilà, après le film. Bon, je pense que c'était prévu avant, hein, parce qu'on sait que le film va sortir, il sortait en avril depuis un petit moment, donc je pense qu'ils ont bien fait ça quand même. Mais bon, toujours marrant de voir comment ils sortent des trucs en opposition avec des choses qui se passent ailleurs. Donc ça s'intéresse plutôt au procès, c'est ça, un truc qui n'est pas couvert par le film, de fait. Et voilà. Donc, effectivement, le film sur Michael Jackson qui est sorti là en mai-juin ne couvre pas du tout le procès et les accusations qui ont été faites sur la star de la pop autour de son amour des enfants. Je sais pas trop comment dire ça comme ça.
Et donc je crois que c'est 3 épisodes, le docu. On suit en gros toutes les étapes du procès de 2005. Vraiment que le procès. Il n'y a rien d'autre autour. Enfin, c'est vraiment le procès. Il y a des témoignages des jurés, des avocats, tous les journalistes qui ont assisté au procès. Et surtout des questionnements sur le traitement médiatique de l'affaire, qui a été quand même spectaculaire, puisque Michael Jackson, c'était pas n'importe qui niveau mondial. Et il a été acquitté à la fin du procès. Et c'est comment dire, c'est intéressant à voir parce que effectivement le film en face n'en a pas du tout parlé, ce qui est quand même un point très important de la vie de Michael Jackson. Hein. Mais parce que le film s'arrête avant. Le film s'arrête avant, oui, bien sûr. le film s'arrête avant parce que c'est un truc qui a été fait aussi par la famille Jackson, je crois, le film. Hein. Et que ça les arrangerait pas trop de parler de ce sujet-là. Alors, figure-toi que le premier script qui avait été validé par la famille Jackson en parlait, mais qu'ils ont dû retourner toute la dernière partie du film parce que justement dans le verdict du procès de Michael Jackson, il y a une des victimes qui a obtenu le droit que son histoire ne soit pas utilisée dans un film. Et de fait, eux, ils ont fait le film en fictionnalisant cette partie-là et cette victime-là. Et donc, en fait, ils ont été complètement emmerdés et donc ils ont dû retourner. C'est aussi pour ça que le film s'est pris 6 mois de retard dans la vue, là. Ils ont dû retourner, remodifier la fin du film parce qu'au début, ça devait parler de ça. Et sauf qu'il y avait un jugement qui disait que une des victimes ne pouvait pas être mise dans un film, et de fait elle était mise, donc ils ont tout changé. Donc en fait c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi sur le fait de se dire en fait oui, la famille Jackson ils vont protéger Michael au max, mais en fait la première version du film qui a été tournée en parlait, et alors forcément ils prenaient aussi un petit peu la défense de Michael Jackson, ça paraît normal, mais il se serait surtout servi de la conclusion finale qui dit qu'il a été acquitté. Exactement. Mais ils en parlaient quand même, tu vois. C'était pas comme voilà. Et donc s'il y a un deuxième film, parce que c'est ce truc qui est évoqué, peut-être qu'ils en parleront, mais ils devront faire attention à ne pas mentionner telle victime ou de fictionnaliser telle victime, parce que de fait ils peuvent pas le faire, quoi. Ils n'ont pas le droit. Ok. Mais du coup, en tout cas, le documentaire est intéressant si on connaît pas trop ce qui s'est passé pendant ce procès. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été évoquées autour de certains objets présents chez lui, des témoignages effectivement d'enfants et même d'adultes ayant vécu avec lui. Voilà, on saura jamais. C'est ce genre d'histoire où on ne saura jamais ce qui s'est passé, mais il y a quand même des preuves et des choses qui ont été un peu omises par le jury à la fin, sachant que dans le jury il y avait aussi des fans. Bien sûr, du chanteur. Avec un mec aussi connu mondialement, c'est très compliqué de malheureusement tomber sur un jury qui n'était pas en partie fan. Donc voilà. Je pense que si vous avez vu le film Michael Jackson, c'est intéressant de se replonger aussi là-dedans derrière. Et voilà. Après, effectivement, il n'y a pas de vraie conclusion, puisqu'il est décédé depuis, qu'il n'y a pas eu d'autres choses qui sont sorties, je crois, autour de tout ça, quoi. On ne peut pas lui refaire un procès. Ok, The Murder of Rachel Nichols. Alors ça c'est pareil. Et pourquoi tu regardes ça, toi? Alors, je l'ai regardé parce que je voulais pas voir la série. Oui, alors c'est vrai. Ah ouais. Parce alors que je me suis demandé si la série c'est pas mieux quand même, mine de rien. Enfin, bon. Je me suis dit que je préférais la réalité que de voir un enfant peut-être vivre la chose. Alors, donc c'est le documentaire qui raconte l'histoire qui est dans The Witness, une série mini-série anglaise qui est sortie il y a 2 mois. Sous ses yeux, je crois, en français. Ouais, peut-être, oui. Ouais. Parce que ça raconte une histoire horrible aussi, là, pour le coup. C'est du coup une jeune mère qui se fait assassiner dans une forêt de plein jour et surtout sous les yeux de son fils de 2 ans. Seul témoin du crime. Pendant des années, ils sont pas sûrs de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a pas vu parce qu'il avait 2 ans. Et du coup, le documentaire, c'est vraiment sur les problèmes qu'il y a eu sur l'enquête policière. Le lynchage médiatique d'un mec qui a été accusé alors que c'était pas lui. Voilà, des problèmes d'échange entre divers niveaux de la police. À une époque où on était dans les années 90,
tout n'était pas encore numérisé, c'était compliqué d'avoir certaines choses. Et ouais, le mari, du coup, témoigne de tout le documentaire, le fils aussi. C'est hyper touchant. Et ouais, j'ai préféré voir le documentaire plutôt que la série, parce qu'il me l'a proposé forcément juste derrière, parce que je voulais voir les vraies images et les vraies choses, et j'avais pas envie d'une image où on voit, où on se rend réellement compte que l'enfant a été témoin du truc, quoi. Dans le documentaire, c'est raconté, évoqué, mais je pense que c'est très différent que de le vivre en fiction. Et je me suis c'est mieux passé comme ça. C'est un peu dur, mais ouais. Le documentaire est vraiment très bien fait. Le témoignage du père, il est hyper fort, hyper puissant. Il est franchement, c'est très compliqué quand même de raconter tout ça quand t'as perdu la mère de ton enfant, la femme de ta vie. Enfin, c'est voilà. Ouais. Quand surtout pendant des années, t'as cru que c'était une personne, en fait, c'en était une autre. Enfin, c'est très très dur comme sujet. Et que du coup, cette personne n'ayant pas été arrêtée, elle a pu poursuivre ses meurtres tranquillement, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, docu true crime très bien raconté. Je pense que si vous n'avez pas voulu vous lancer dans la série, c'est peut-être intéressant de regarder le documentaire plutôt. C'est marrant parce que ce mois-ci, j'en ai pas parlé dans bas, mais moi j'ai aussi vu une série qui parle d'une affaire et dont il y a eu une série aussi documentaire. Et j'ai préféré regarder la série plutôt que la série docu. Ouais. C'est le truc de Jean-Xavier de Lestrade, là, Soupçon, un truc avec The Staircase, en fait, le truc donc sur un meurtre pareil aux États-Unis. Ils en ont fait une série avec Colin Firth, et il y avait Juliette Binoche et tout ça. Une série HBO qui était dispo sur Netflix ou sur HBO Max, je sais plus. Et donc j'ai préféré regarder la série moi plutôt que la série docu. Il me l'a proposé après, j'ai fait moi la série docu non, en fait j'ai pas trop envie. Je préfère rester sur la série de base en fait. Moi je pense aussi que tu vois, si j'avais vu la série fiction, j'aurais pris du temps après derrière pour essayer de chercher les infos réelles, tu vois. Ouais. Alors que là j'ai pas eu besoin de creuser, j'avais mes infos et c'était mieux comme ça. Je me suis peut-être moins fait mal que si j'avais dû chercher les infos moi-même. Enfin, tu peux pas du tout t'identifier à une jeune maman d'un gamin de 2 ans, c'est pas possible. Tu peux pas du tout faire ça, quoi. C'est pas. Je me ne balade plus jamais en forêt. Qui va au parc, ouais, c'est ça. Jamais sans moins 15 personnes autour de moi en permanence. Ouais, j'imagine. Ensuite, le bus, je vais pouvoir te rejoindre parce que je l'ai vu aussi. Donc alors, en cette période de Coupe du Monde. Eh ben, je l'ai vu aujourd'hui. Voilà. En 2010, je pense que j'en avais rien à carrer de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que je me rappelais vaguement d'une histoire de bus, mais alors tu vois, pour moi, c'était les mecs qui n'étaient pas descendus du bus au moment du match, c'est pas du tout ça. Je me souviens juste qu'on avait dit que c'était des espèces de petits cons surpayés et qu'ils en avaient rien à foutre. Voilà. Mon information s'arrêtait là. Je suis même pas sûre d'avoir vu un seul match, en même temps il n'y en a pas eu beaucoup, en 2010, à la Coupe du Monde des Bleus. Et là, effectivement, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il y a eu que 3 matchs. Bah oui, c'est pour ça. Là, bon, c'est la Coupe du Monde en ce moment. Il y a plein de monde autour de moi qui a vu le documentaire. J'ai vu quand même beaucoup de choses passer sur Raymond Domenech qui râlait face au documentaire. Et je me suis dit, bon, allez, on enregistre ce soir. Je me le regarde avant. Quand même, ça se regarde assez vite. Entre ma pause d'âge et mes transports, c'était parfait. Et écoute, je suis contente de savoir ce qui s'est passé. Je suis pas sûre que ça ait porté grand chose à ma vie à part un petit peu de culture générale sur des trucs, quoi. Je sais pas trop, je pense que ça n'a pas changé grand chose à ma vie en fait, finalement, d'avoir vu ça. Juste Raymond Domenech, mec chelou, hein. Genre de ce que j'ai compris, c'est plein après la diffusion du documentaire que Netflix a utilisé ses carnets intimes sur lesquels il note, quoi, son journal intime, alors qu'il leur a donné. Je sais pas. En fait, c'est un peu le déclin de Raymond Domenech. Au lieu de s'appeler Le Bus, tu vois, ça aurait plus été ça. Le documentaire de son ex-femme, enfin les commentaires de son ex-femme sont aussi pas mal là-dessus, où on sent que elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait en face de lui. L'ancien capitaine, Patrice Evra aussi, fait un peu pitié, le pauvre, de
d'avoir pas voulu être capitaine et de se prendre tout ça dans la tronche et devoir gérer quelque chose qu'il aurait pas aimé gérer, quoi. Donc ouais, je sais pas. Mais peut-être que c'est utile pour les gens qui avaient encore en tête le côté les méchants joueurs qui n'ont pas voulu descendre du bus sans savoir réellement ce qui s'était passé derrière. Voilà. Non, c'est moi ça. Voilà, le coup de Domenech qui se plaint. Moi, Ah mais il est con en fait. Hein. Ça, non, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Non mais c'est vraiment le truc qui ressort du docu. Ouais. Hein. C'est il est con. En fait, c'est juste il est con quoi. Enfin, je veux dire, tiens, faites un documentaire, voici mes trucs, mais surtout quoi, vous les utilisez pas. Mais alors ça sert à quoi que tu leur files en fait. Enfin, je veux dire, ça va être le mec à vriller après son échec de 2008, est devenu en partie complotiste face aux médias. Il a. Ah oui, non, mais c'est ça. Ouais. Après, il était peut-être pas 100% net avant, tu vois, mais effectivement, tu sais, pour moi, c'est vraiment le documentaire, c'est la déchéance de Domenech et des gens qui l'ont embarqué avec lui dans sa merde, quoi. Un peu ça. Publiquement, il était un peu à côté parce que je me souviens, au moment de la défaite des Bleus, il avait demandé Estelle Denis en mariage à la télé. Enfin, qui fait ça, quoi? Qui fait ça, au pire moment. Il était déjà un peu. Pire manière, c'est pareil, j'ai toujours entendu parler de cette demande en mariage et en fait je ne l'avais jamais vue. Et dans le documentaire tu la vois, mais je me suis dit mais c'est une honte, c'est juste le mec qui a un interview dit ça au micro, elle est même pas là. Enfin, au moment d'une défaite. Non seulement elle est pas là, mais elle est en train de présenter l'émission. Elle va présenter l'émission juste après sur M6 qui suit la défaite, quoi. Enfin, c'est... Et tout le monde est dégoûté. Enfin, les Français sont dégoûtés. C'est pas forcément de la faute de Domenech, tu vois. Genre, ils ont perdu, mais tu fais pas ça, quoi. Les réactions, enfin, incapable de gérer une crise correctement, incapable de... c'est dramatique, quoi. Alors, il y a un autre truc qui m'a plu dans le documentaire qui est effectivement assez sympa parce que... Alors, il manque quand même des choses parce que... Enfin... Il y a toute l'affaire sur le traître, etc. et tout. Enfin, on sait pas vraiment qui a balancé quoi. Et surtout, ils le disent dans le documentaire à la fin. Non. Enfin, ils disent que c'est Ribéry qui a dit quelque chose et potentiellement un de ses proches qui aurait. Oui, mais en fait, il y a quand même deux choses là-dedans qui m'ont frappé, c'est que à aucun moment l'équipe notamment, parce que c'est eux qui avaient balancé ce qu'aurait dit Anelka, parce que ce qui est dit dans le documentaire par tout le monde, c'est qu'il n'a pas dit les mots qu'on lui avait dit qu'il avait dit. C'est-à-dire, en gros, va te faire enculer, fils de pute, là, le truc qu'il avait dit. Et Domenech qui dit que démentir ou mentir, c'est pareil, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, tout le monde, ceux qui étaient là, disent, en fait, non, ça s'est pas passé comme ça. Et moi, je trouve qu'il y a quand même un manque de retour sur la responsabilité du quotidien de l'équipe là-dessus, parce que c'est eux qui ont balancé, qui ont foutu Anelka dans la merde avec cette une qui est fausse au final. Et jamais c'est évoqué. Et ce que je trouve quand même assez parlant, c'est que par contre, tu as beaucoup d'intervenants dans le documentaire qui viennent de l'équipe. Et je me demande si c'est pas un docu qui est produit par l'équipe ou par des gens de l'équipe, parce que c'est quand même, ça me paraît quand même incroyable, parce que en fait, le vrai sujet, il est quasiment là, en fait. Et il est quasiment jamais abordé. La responsabilité du quotidien là-dedans, dans cette merde. Parce que ils ont mis littéralement en une un truc qui était faux. Et qui a vraiment ensuite eu les répercussions politiques et sportives qu'on sait. Et c'est jamais évoqué, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. Et la deuxième chose, c'est quand ils foutent le nez de Roselyne Bachelot dans sa merde. Et ça, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que Roselyne Bachelot, elle se pointe au début. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils l'ont attirée comme ça en disant... Donc, elle fait, moi, je suis allée là-bas. Je leur ai dit, j'ai vu plein de pauvres gosses un peu perdus. Moi, je leur ai dit, je suis un peu votre maman. Elle fait la maman, et tout. Voilà, c'est ça. Elle fait la maman et tout. Et au final, c'est elle qui, après, revient en France et dit... et qui parle des caïds de l'équipe de France, de machin, etc. Des racailles. Et là, le documentaire lui pose la question, lui dit, enfin, en tout cas, les gens derrière, elle dit, mais moi, j'ai pas très envie de parler de ça. Non, ça m'intéresse pas de parler de ça. Et donc, il lui fout son nez dans la merde. Et ça, c'est pas mal, ça. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Mais ils auraient dû faire pareil avec l'équipe, en fait. Parce que moi, je suis désolé, ils ont le mec, ils ont le rédacteur en chef de l'époque de l'équipe, et ils lui posent pas la question. Et pour moi, ça, c'est une vraie erreur. C'est même limite une faute. Et même, si tu fais un truc là-dessus, la une de l'équipe de l'époque, c'est le point tournant du truc, quoi. Et pour moi, ils auraient dû en parler parce que c'est le point tournant. Il y avait eu des choses avant déjà, puisqu'il y avait eu l'histoire du capitaine. Il y avait déjà une ambiance qui était un peu pas ouf. Qui était pas ouf, mais ce que je veux dire, c'est que les joueurs font grève parce que leur pote a été viré suite à une qui, au final, était fausse, quoi.
parce que ce qui s'est passé dans le vestiaire, enfin, je suis désolé, c'est pas un truc qui entraîne ça entraîne pas normalement une suspension ou même le fait qu'il soit viré de l'équipe. La vraie histoire de ce qui s'est passé dans le vestiaire, c'est pas ça qui doit le faire virer. Ce qui le fait virer, c'est les répercussions. C'est qu'il fallait absolument un coupable et que, enfin, en tout cas, un mec à balancer pour tout ça et que, voilà, et même la fédération française, enfin, je veux dire, ils savent très bien que. En fait, bien c'est sûr, une crise complètement foirée, quoi. Enfin, personne ne dément, quoi. Personne ne dément ce truc-là. Et NLK, il se retrouve, mais tout seul, à devoir gérer ça, quoi. Et je trouve que justement, les joueurs ont fait ce qu'ils ont fait uniquement pour ça, enfin aussi pour ça, pour dire, voilà, mais c'est pas normal que ce mec-là, c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a fait. Et je trouve que ça passe pas assez, en fait, dans le docu, le fait qu'ils aient pris vraiment sa défense, et c'est pour ça qu'ils se sont exposés comme ça, c'est pour prendre la défense de leurs copains, et c'est face à une machine médiatique et politique qui s'emballe totalement, tu vois. Et je trouve que c'est pas super bien évoqué. Toute l'équipe, l'intégralité des joueurs qui prend sa défense, qu'ils étaient tous présents là à la mi-temps dans les vestiaires. Bien sûr. Alors peut-être que c'est Ribéry qui a mal expliqué ou enfin peu importe, ou qui a mal peu importe. Un truc entendu dans un couloir, machin. C'est voilà, et en fait c'est que pas des mensonges, mais en fait c'est le cœur du problème, c'est cette déclaration attribuée à Anelka, en fait. Et ce truc-là, il n'est jamais vraiment abordé en tant que erreur de l'équipe et erreur de tout leur procédé, quoi. Donc moi je trouve ça un peu dommage que ils soient pas allés jusque là, parce qu'ils le font très bien avec Bachelot, ils auraient pu le faire aussi pour le mec de l'équipe. C'est vrai. Sauf si l'une des conditions à que tous les intervenants qui viennent de l'équipe causent dans le documentaire, c'était qu'on n'aborde pas ça. Mais à ce moment-là, je trouve que c'est un petit peu moyen, quoi. Voilà. Donc voilà, mais sinon c'était vraiment pas mal du tout, quoi, pour le coup. C'est vraiment bien aimé. Ok. Ensuite, alors, on va passer ce que tu as vu sur Amazon Prime, Love Series sort saison 6. Ouais, la 6e saison où ils ont fait des trucs par équipe. C'était pas une très bonne saison. Je pas trop ri. Le final est raté. Bof. Je pense que pour moi, on arrive au bout du truc. Si je sais pas, il y a quand casting pas exceptionnel, je pense qu'on peut... voilà, c'est ça. Ouais. On peut zapper. La saison avec Pierre Ninet était à mourir de rire, quoi. Enfin, Ninet était vraiment top, en fait, il y a quelques fulgurances drôles, mais après, derrière, c'est long, en fait, sur une saison, tu vois. Je pense que, c'est beaucoup trop long. Et en fait, ils ont raté leur finale, où ils n'ont pas réussi à départager. Enfin, le final... C'était nul. Ouais, le final était pas ouf. J'ai oublié de préciser que je l'avais vu. Ouais, non, tu dis, mais le final était nul. Le final il faut qu'ils trouvent une règle... Parce que là, ça pour va pas. départager réellement, quoi. Ouais, je sais pas, Alors, c'est cool, pété, tu fais gagner plein d'assauts, plein de machins, mais il n'y a aucun intérêt pour le spectateur, en fait. Ah non, c'est chiant. C'est chiant. Tu dis. Un peu comme la finale de Koh-Lanta, si je peux me permettre. La dernière épreuve de Koh-Lanta, c'est l'épreuve qui sert à rien. Enfin, c'est c'est l'épreuve la moins... La dernière épreuve, c'est l'épreuve des spectateurs qui doivent subir tous les magnétos, là. Non, mais moi je passe. La pire émission, quoi, celle de la dernière. Il se pète le cul à faire toutes des épreuves en mode machin à gauche, à droite, faut passer par là, faut faire le truc. Et la fin, c'est juste rester debout sur un poteau, quoi. J'ai envie de dire, il pourrait peut-être changer, faire un truc un peu plus. En fait, moi, les poteaux me dérangeaient pas quand il y avait l'orientation juste avant et puis que ça s'arrêtait là. Là, maintenant, c'est l'orientation un jour, les poteaux un autre, et du coup, après, une émission à rallonge des enfers avec plein de magnétos qu'on en a rien à faire. Faut pas regarder en direct. La finale de Koh-Lanta, faut pas regarder en direct. Je suis désolé. Oui, mais après, tu te fais spoiler. Non, parce que figure-toi, sur Blue Sky, je me fais jamais spoiler quoi que ce soit. Ah oui, mais moi, j'ai des groupes WhatsApp de Koh-Lanta parce qu'on fait des paris sur un site qui s'appelle Lotolanta, où tu gagnes des points en fonction de qui a été chercher à manger, qui a fait le feu, qui a perdu, qui machin. D'accord. Lotolanta, très bien. Oui. Ok. Très bien. The Testaments, saison 1 sur Disney+. Ouais, et je sais que Damien l'a regardé aussi et qu'il a aimé très fort. J'ai vu Handmaid's Tale jusqu'au bout. J'aime beaucoup, beaucoup cette série. Sûrement aussi parce que je suis une femme et qu'il y en a ras le cul qu'on nous prenne pour des connes. J'étais... pas forcément attristée par la fin de la série. Le prends pas comme ça, Hélène. Le prends pas comme ça. Je pense que la série avait raconté ce qu'elle avait à raconter.
le petit subli pour nous, tu sais, c'est pour nous qui a dit ça en fait. C'est chaud. N'hésite pas à dire ce que tu penses vraiment, Hélène. Les victimes. Et donc du coup, The Testament, je crois qu'on avait parlé des premiers épisodes la dernière fois, mais là, la saison 1 est terminée. Ouais, c'est possible, ouais. Donc c'est une intrigue qui se passe quelques années après Handmaid's Tale, où on est du coup plus sur les servantes, mais on est sur l'innocence à Gilead, donc les jeunes filles qui n'ont jamais connu autre chose que Gilead, donc cette société où les hommes sont forts et puissants et où les femmes sont juste là pour faire des descendants, juste pour la reproduction. Et donc on suit Agnès, qui se trouve être la fille de June de Handmaid's Tale. Agnès, elle est à l'école, elle est encore une plume, donc une fille habillée en violet, donc une jeune fille qui n'a pas encore ses règles, qui n'est pas encore prête à être mariée, et qui du coup est en préparation pour être une future femme au foyer, femme de commandant. Et il y a aussi dans cette école des jeunes filles, des perles, des blanches, qui viennent du monde extérieur. Et en l'occurrence, Daisy qu'on suit, qui fait partie en fait de la rébellion et a été intégrée pour essayer de filer des informations à l'extérieur. La série, elle est très bien écrite. Alors, j'ai pas lu le roman parce que je sais que l'autrice a écrit The Testament, donc c'est basé sur quelque chose. Je l'ai pas lu alors que j'avais lu Handmaid's Tale. Mais en tout cas, le scénario est très bien, très propre. Le casting est exceptionnel. Alors, c'est pas des adolescentes, elles sont un peu plus vieilles, je pense qu'elles ont à peu près toute la vingtaine, mais elles sont vraiment, vraiment toutes exceptionnelles, surtout Chase Infinity qui joue Agnès et Lucy Hallyday qui joue Daisy. On retrouve Aunt Lydia aussi, qui est une femme que j'admire vraiment au niveau acting. Et la série est propre visuellement. Il y a vraiment des efforts sur la photographie, sur la mise en scène. Chaque image, chaque truc est genre maîtrisé, quoi. Et alors, je sais pas quel est le budget de la série, mais t'as l'impression que c'est... Je sais pas comment dire ça. C'est pas genre... C'est pas des millions qui ont été dépensés. Alors peut-être, hein, même certainement. Mais c'est... Je sais pas. Il y a un côté propre... je sais pas, bien fait, bien calibré, je sais pas, je la trouve vraiment très très belle. Visuellement, marquante aussi, frappante sur le récit, très différente d'Handmaid's Tale, qui était très violent, vraiment des coups visuellement, alors que là c'est beaucoup plus psychologique. Donc ouais, je sais pas, j'ai beaucoup aimé cette première saison. Je savais pas quoi m'attendre, j'avoue, j'avais peur que ça soit un peu genre teenage drama, et c'est pas ça du tout. Ouais, j'ai hâte d'en avoir plus. Mais je pense qu'il va falloir attendre très longtemps. Ouais. Ça va peut-être aller vite quand même, non? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Among Us sur Paramount+. Oui. Alors, Among Us, tiré du jeu vidéo Among Us, qui avait eu un gros succès pendant la pandémie, qui permettait aux gens qui étaient très loin de leurs amis de se retrouver le soir pour s'entretuer gentiment dans un vaisseau spatial. C'est vraiment ça le jeu. Donc c'est une série animée qui en fait reprend tous les codes du jeu vidéo, donc à savoir des petits bonhommes dans un vaisseau spatial qui doivent effectuer des corvées quotidiennes de maintenance du vaisseau. Parmi eux, il y a un ou plusieurs traîtres qui vont les buter dans les couloirs ou dans les pièces. Et ils cherchent qui est le méchant. Et donc, c'est vraiment... Ça reprend les codes du jeu, quoi. Il y a des réunions d'urgence, des gens qui s'accusent, des éliminations. Est-ce que c'est un gentil? Est-ce que c'est un méchant? Voilà, c'est de l'humour un petit peu absurde. Ça tourne autour de la paranoïa des personnages. Quelques petits... quelques petites takes société actuelle, mais pas grand-chose. Donc, pas très engagé non plus. Voilà, un petit moment rigolo. C'est des épisodes de, je sais plus, 10 minutes, je crois, un truc comme ça. Ça se regarde très vite. Peut-être un peu tard, je pense, parce que c'était 2020, quoi, le jeu. C'est ça, oui. Ouais. Je pense que ça s'est un petit peu calmé. Alors, ils ont fait des DLC, ils ont fait pas mal de choses. Enfin, il y a eu du contenu sur Among Us. C'est apparu sur plein de jeux, plein de trucs. Enfin, voilà, il y a eu des choses autour après le jeu de base. Mais ouais, je pense que ça arrive un petit peu tard. La hype est passée autour d'Among Us. Donc, bon,
Après, ça se regarde rapidement, quoi. Ok. Voilà. Merci Hélène pour tout ça. J'ai pas parlé de Koh-Lanta parce qu'on en a parlé Oui, tout non, à mais l'heure. c'est juste pour dire que voilà, j'ai vu Koh-Lanta, quoi, sur Oui, mais Netflix. c'est incroyable, c'est incroyable. Tu l'as pas mis dans la catégorie Netflix d'ailleurs. Non, j'ai pas mis en catégorie Netflix, c'est vrai. Oui, parce Ah, qu'il y a ça, des je comprenais catégories, il y a pas. tout un truc. Bah oui, moi non plus, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qu'elle Bah fait? ouais, je sais pas ce que j'ai foutu. Ouais. Damien maintenant. Alors Damien, ça va dans tous les sens, Damien. Ouais. Alors, Ouais, parce qu'on s'est pas vu depuis 2 mois. c'est ça. Dans l'ordre, donc The Testament, on n'en parle pas, hein. On a déjà un peu Non, t'as parlé. déjà parlé. Euphoria, tu peux j'ai aller terminé. rapide. Ouais, j'ai terminé. Bon, c'est le mec s'est dit, j'ai envie de faire mon Breaking Bad. Je sais pas. Bon, c'est une série qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. C'était pas dénué d'intérêt, mais tu te demandais ce qu'il voulait raconter. Voilà. Je pense qu'il était nécessaire que cette série se termine, mais ça aurait été bien aussi de la laisser là où elle était, peut-être. Voilà, le message est bizarre. Le message final est bizarre. Je parle à ceux qui connaissent la série, vous comprendrez, hein, mais... ensuite, j'ai terminé The Boys. Alors, je crois que j'en ai parlé un petit peu sur Blue Sky. Saison décevante. Donc, c'était la fin de la série, quand même. Tu te dis que là, on peut mettre beaucoup d'argent. C'est une série qui est populaire. C'est une série avec beaucoup d'effets spéciaux. C'est une série qui teasait sur ses affiches de saison 5 un cataclysme, vraiment. Des épisodes apocalyptiques. Et en fait, pas du tout. Je trouve ça extraordinaire, ça. Ouais, ils ont clairement pas mis le budget, quoi. C'est-à-dire que on a quand même le protecteur, donc qui est l'équivalent de Evil Superman, quoi, qui est au-dessus de la Terre sur l'affiche, et sur la Terre il y a des marques de bombes nucléaires un peu partout, quoi. On se dit, ok, ça y est, ça a pété. Je dis pas que ça aurait été forcément ça. Bien sûr, c'est une représentation. Ça peut aussi être une représentation de ce dont ils rêvent. Le problème, c'est qu'on n'a rien d'impressionnant. On a toujours des combats cloisonnés dans des pièces avec des gens qui sont très très forts. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'époque de Smallville, quoi. Ça me rappelle l'époque de ces séries qui voulaient faire des choses impressionnantes, mais avec un petit budget. Ouais, mais qui se bougeait le cul quelquefois. Puis une fois tous les 10 épisodes, t'avais un bon effet spécial où tu disais putain, ils ont fait un truc à la Matrix, ou là tu disais ouais, c'est cool, tu vois. Mais ils avaient tellement pas d'argent qu'ils mettaient leur bille sur certains épisodes, quoi. Bah voilà, ça me fait un peu penser à ça. Aujourd'hui, il y a plus d'argent dans les séries. On est sur Amazon quand même. Et c'est un saison finale. Là, la déception, quoi. Ouais, c'est pas décevant dans les personnages ou ce qui se passe. C'est juste que il y a aucune scène impressionnante, quoi, de combat vraiment à la Man of Steel, quoi. Un truc un peu qui pète, quoi. Voilà, donc bon, déception, puis il y a des questions qui restent en suspens, ça c'est insupportable aussi. Il y a une série dérivée qui s'est fait annuler, Gen V, avec des personnages de Gen V qui ont été vite fait rapporter là, dans la dernière saison de The Boys, qu'on sous-utilise. Il y a tout un pan de Gen V qui était très intéressant, qui ne sera jamais développé, qui potentiellement en plus, on espérait qu'un personnage de Gen V soit la solution au problème de The Boys. En fait, non. Voilà, donc tout ça s'arrête un peu comme ça. Encore une fois, bon, je pense qu'on est habitué, hein, notamment depuis le naufrage Star Wars. Je pars dans une autre direction, mais on est vachement habitué aux scénaristes qui n'en ont plus rien à foutre. Je mets ça sur le dos des scénaristes, c'est pas les scénaristes, mais je dis reproduction qui se disent on va vendre beaucoup de choses aux gens, comme ça ils vont bouffer notre merde à la fin, quoi. C'est vraiment ça. C'est on leur met des super affiches, on leur prépare une bonne série, puis à la fin on va mettre 10 € dans les épisodes et ils seront contents quand même. Et c'est c'est peut-être le problème des plateformes de streaming, quoi. On se dit que la 5e saison va pas attirer de nouveaux spectateurs. On va garder les spectateurs qu'on a déjà. Donc du coup, on va leur vendre quelque chose de moins bonne qualité, quoi. Voilà, c'est ma conclusion pour The Boys. C'est un peu dommage. Ouais, je l'ai pas encore lancé, tu vois. Et j'ai vu les retours et effectivement, ça... je finirai pas le faire pour conclure, mais c'est vrai que ça oui, fait il y a des choses marrantes, il y a des moments sympas, mais bon, c'est pas... Ça décolle jamais, quoi. Jamais vraiment.
Ensuite, j'ai commencé. Alors, je l'ai mis parce qu'il reste plus qu'un épisode là qui sort dans 3 jours. Dioton Ranch, donc la série dérivée de Yellowstone, l'une des séries dérivées de Yellowstone. Super. Voilà, un exemple de série dérivée qui part avec The Testament, hein, qui part dans une bonne direction, qui est surprenante. Voilà, moi en plus, j'adore cet univers, donc je suis très content de retrouver les personnages qui étaient mes 2 personnages préférés. Donc voilà, j'adore. J'ai de nouveau envie d'acheter un ranch aux États-Unis. D'accord, oui, Voilà. tu devrais. Et de me mettre à l'équitation. J'en profite pour dire que j'ai tenté de regarder Marshalls aussi, qui est l'autre spin-off de Yellowstone sur le fils de Kevin Costner dans Yellowstone. Ouais, voilà. C'est autre chose. C'est pas du ranch, c'est plus le mec, il est marshal. On lui propose de devenir marshal, donc il devient marshal. Donc c'est des enquêtes, on arrête les méchants. Et en fait, je suis pas venu là pour ça. Donc du coup, j'ai regardé un épisode et demi et ça m'a gavé. Donc je l'ai mis quand même. Peut-être que je reprendrai, mais c'est pas sûr. C'était pas mon personnage préféré en plus, mais voilà. Là, c'est une tentative un peu étrange de partir dans quelque chose qui est très très différent avec un des personnages, en capitalisant sur un des personnages de Yellowstone. Dans le même genre, j'ai commencé Reacher, qui était très intéressant les 3 premiers épisodes. Et puis, je crois que j'ai regardé le 4, et là, j'ai plus du tout envie de regarder. Voilà. Reacher, c'est plutôt, ça fait longtemps que ça existe, hein. C'est plutôt marrant parce qu'on voit une espèce d'armoire à glace péter des gueules, et donc c'est ça qui est drôle, quoi. Mais au bout d'un moment, une fois qu'on a compris le concept, c'est un peu chiant. Limité, quoi. Alors, ouais, c'est limité en fait. Et je garde le meilleur pour la fin. J'ai enfin commencé From. On l'a binge-watché en couple sur Paramount+, et c'est génial. From avec Harold Perrineau, acteur très connu des années 90-2000, et qui a joué dans Oz, dans Lost, dans Matrix Reloaded et Révolution, dans Roméo et Juliette, etc. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Je découvre des comédiens de fou, d'ailleurs, dans cette série, et une intrigue à la Lost, d'ailleurs. Sauf qu'on a le sentiment, attention, je veux dire un peu de mal de Lost, on a quand même le sentiment qu'ils mettent pas des infos pour ne pas savoir comment les expliquer plus tard. Voilà, là, tout est expliqué petit à petit, il suffit de regarder la série. Donc ça fait plaisir. On en reparlera à la fin, il reste plus qu'une saison là, qui sortira l'année prochaine. Voilà, mais je conseille From. Je sais pas si vous avez regardé From. Nope. Non. C'est un peu horrifique, non? Ouais, vous connaissez le concept. En fait, c'est horrifique, mais une fois que t'as passé un peu ce cap-là, ça va. C'est-à-dire que si t'as vu Walking Dead, c'est vraiment rien par rapport à Walking Dead, quoi. En fait, From, c'est une famille dans un camping-car qui roule sur la route et qui tombe sur un arbre coupé qui est tombé au milieu de la route, quoi. Ils voient des corbeaux, tout ça. Enfin, bref, l'arbre bloque la route, donc ils font demi-tour et ils passent dans un village. Bon, ok, donc ils continuent à rouler. Les gens sont bizarres dans le village, ils les regardent passer, ok. Ils continuent à rouler, ils retombent sur le village. Donc ils disent non, il y a un problème. On fait demi-tour de l'autre côté, et ils retombent sur le village, sans arrêt. Ils finissent par péter un câble, et puis les gens finissent par... Alors ils ont un accident, bref, etc. Et les gens finissent par leur expliquer ce qui se passe. C'est qu'en fait, une fois que tu as vu l'arbre, c'est fini. Tu pourras rouler tout ce que tu veux, tu retomberas toujours sur le village. Donc ils sont bloqués dans le village. Et dans ce village, la nuit, donc un village qui n'a aucun contact avec le monde, c'est-à-dire que personne va te ramener des choses pour réparer ta maison, il n'y a pas de Walmart, il n'y a rien, quoi. Tu vois, il n'y a que des maisons et une église, un commissariat, bref. Et en fait, la nuit, dans ce village, il y a des gens qui ont l'air de gens normaux, qui sortent, qui ont un grand sourire qui fait flipper. Et en fait, c'est des monstres. Il y a des talismans aux portes et aux fenêtres qui te permettent d'être en sécurité dans ta maison. Donc les monstres peuvent pas casser une fenêtre ou ouvrir la porte tant qu'il y a le talisman. Mais si tu enlèves le talisman ou si tu ouvres la fenêtre, là le monstre peut rentrer. Ça casse l'enchantement. Quel enfer. Et c'est des monstres qui t'éviscèrent, quoi.
C'est une sorte d'humain et puis il se transforme un peu en vampire, quoi. Voilà, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Voilà, c'est tout pour moi, je crois. Ouais. Ah ouais, bah merci Damien. Beaucoup de choses, c'est bien. Moi, je vais faire très vite. Donc, j'ai vu la fameuse comédie romantique Voicemails for Isabel. Isabel, c'est avec Nick Robinson et Zoe Dutch. Et ce que je ne savais pas, c'est que les deux avaient été au lycée ensemble. Et donc, ça se voit en fait parce qu'ils ont une alchimie qui est vraiment très très bonne. Alors, de quoi ça parle? Ça parle donc d'une jeune femme qui a une petite sœur qui est atteinte d'un cancer. Et donc, on les voit au début quand elles sont enfants, etc. et tout. Et malheureusement, en fait, sa sœur décède. Et pour tenter de continuer sa vie, etc., en fait, elle continue d'envoyer des messages vocaux sur le numéro de sa sœur. Et ce qui doit arriver, c'est que le numéro est réattribué à un gars qui habite dans son ancienne. Donc, lui habite à Austin, elle habite à San Francisco, pardon. Hein. Et en gros, il reçoit les messages. Et il comprend très vite, en fait, que il n'a pas trop envie de dire que le message, que le numéro a été réattribué. Il la laisse parce qu'il comprend que c'est une façon pour elle d'exorciser un petit peu, de faire son deuil. Et au bout d'un moment, en fait, il tombe amoureux d'elle. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? D'aller à San Francisco pour la rencontrer. Voilà, alors c'est un peu du You've Got Mail, du vous avez un message quand même dans le concept. C'est aussi, ça ressemble trait pour trait. Je sais pas si vous avez vu ce film qui est sorti il y a peut-être 3-4 ans. C'était avec le mec de Outlander et Priyanka Chopra et Céline Dion, où ça parlait exactement pareil, quasiment, donc d'une meuf dont le mec meurt et elle envoie des messages et comme ça sur l'ancien téléphone, et ce téléphone est réattribué à un journaliste, etc. Et tout. Bon, bref, c'est vraiment la même histoire pour le coup, même si là c'est beaucoup mieux fait parce que déjà comment dirais-je, l'alchimie entre Nick Robinson et Zoe Dutch est folle, quoi. Vraiment, c'est extraordinaire. L'imbrication de la ville, et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. L'imbrication de la ville, elle doit être dans des comédies romantiques pour que ça marche. Il faut que ce soit vraiment imbriqué. Si tu regardes les plus grandes comédies romantiques, il y a toujours un aspect sur la ville dans laquelle ça se passe. Love Actually, c'est Londres. You've Got Mail, c'est New York, etc. Et on le sait. Je veux dire, ça se sent. Ça n'a pas été filmé en studio, ça n'a pas été filmé. Si ça a été filmé en studio, je veux dire, ça n'a pas été filmé dans une ville no-name, etc. Et là, donc c'est San Francisco et Austin qui font ça, et ça marche vraiment très très bien. C'est très drôle, c'est très émouvant, c'est très mignon, et vraiment ça passe, ça dure 2 heures, hein, mais ça passe super rapide, et c'est vraiment une excellente rom-com pour le coup. Alors adapté d'un bouquin, je crois, mais qui est vraiment vraiment top, quoi. Il y a tous les c'est by the book, c'est vraiment c'est balisé de A à Z, hein. Forcément, quand je vous dis que il va à San Francisco pour la rencontrer, vous savez très bien que qu'est-ce qui va poser problème. C'est le fait qu'il lui ait pas dit que machin, etc. Enfin, je veux dire, on sait par où ça va passer, mais c'est vraiment super bien pour le coup. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré Voicemails for Isabel. Alors j'ai aussi vu Look Both Ways. Alors ça remonte, ça devait être début mai. C'était le film avec Lily Reinhardt. Exactement, ouais, tu sais, où elle choisit, où elle fait un choix à un moment, il y a un truc qui se passe sur est-ce qu'elle est enceinte ou pas enceinte, ouais, c'est ça. Et le film se divise en deux et tout. Je trouve, alors, pour le coup, je l'ai vu il y a 2 mois, je n'en ai quasiment aucun souvenir. Donc, je crois que c'était bien, mais je crois que je lui ai mis 3 sur 5, ça devait être correct, mais j'en ai zéro souvenir. Et je pense que je commence à devenir vieux parce qu'il y a des trucs comme ça dont je me souviens absolument plus, alors que je les ai vus il y a 2 mois, quoi. J'ai aussi vu le reboot de Malcolm, et là j'étais pas très content quand même. La suite de Malcolm, pardon, pas le reboot. Malcolm Life Still Unfair, j'ai trouvé que c'était compliqué quand même. Ça me fait toujours. En fait, ça me rend triste de voir des gens qui 15 ans après joue exactement la même chose, en fait. Moi, ça me rend triste quand je vois Aaron Johnson faire Aaron Johnson, c'est ça, hein, le gars de Breaking Bad, faire encore son personnage de Breaking Bad dans quoi que ce soit des pubs, des machins, des trucs. Ça me rend triste. Me dire, mais juste passe à autre chose, quoi. Juste, allez, vis ta vie, mon gars.
et de pas être capable de se retirer de ça, en fait, je trouve ça, voilà. Donc, en plus, le rythme est vraiment bizarre, c'est 4 épisodes de 1/2 heure, alors ça fait quasiment 2 heures, tu sais pas trop, enfin, c'est vraiment très bizarre comme truc. Et ok, c'est marrant, mais c'est même pas marrant, c'est pas aussi bien que la série déjà de base, mais ouais, ça me rend triste, moi, ce genre de programme. Et enfin, Urgence. Alors, j'avais publié sur Blue Sky une watchlist des épisodes d'Urgence pour aller vite dans le rewatch, pour vraiment pas se taper les 300 et quelques épisodes qu'il y a eu, pour vraiment aller le plus vite, parce qu'il y a quand même 15 saisons d'X-Files, de Urgence, 15 saisons de 22 à 24 épisodes, donc c'est quand même... c'est beaucoup, et donc je m'étais gardé vraiment la substantifique moelle, donc vraiment les épisodes importants. Et ça marche pas mal, ce que j'ai fait jusqu'à la saison 11-12, parce que là, je me rends compte en fait que c'est des épisodes que j'ai pas vus. Et ça m'ennuie un peu de passer à travers, en fait, de louper en fait toutes les petites histoires, les machins, les trucs, parce que je le connais pas en fait. Autant les premières saisons je connaissais parce que je les avais vues à l'époque, et ça c'est vraiment un de mes premiers grands souvenirs de télé, ça, Urgence, c'est de guetter l'arrivée de la série, parce que dans Téléstar ils avaient dit que c'était vraiment une série événement avec voilà et tout, et de regarder ça le jeudi soir quand ça passait sur France 2, pardon. Et donc, moi, Urgence, c'est vraiment une de mes séries. Et ça tient encore vachement bien, je trouve. C'est vraiment une série qui tient vachement bien. Et par contre, c'est une série qui est pas drôle pour autant, parce que se binger 300 épisodes de maladies et de machins et de trucs, c'est un peu chaud, quoi. Mais voilà, donc là, j'en suis à la saison 14, et en fait, j'ai décidé de ralentir le truc, de pas faire mon truc qui va rapide. Je vais juste, en fait, me regarder les épisodes maintenant, me faire les 2 dernières saisons, tous les épisodes. Ça va me faire l'été, je pense. Et puis voilà, pour avoir la fin de la série, parce que en fait, c'est des épisodes que j'ai pas vus, donc c'est la nouveauté. Mais sinon, il y a vraiment des super épisodes à regarder au début de la série. Là, même des trucs qui datent de 93, 94, 95. Là, enfin, 95, ça a commencé, je crois. Non, peut-être 95. C'est vraiment top, quoi. Voilà pour ce que j'ai regardé ces 2 derniers mois. On va passer maintenant quelques recos du Discord. Alors c'est Tulkas qui nous dit je vais ma reco, ce sera Man on Fire, adaptation qui a déjà bénéficié d'une version film, mais qui dans cette série n'a pas grand chose en commun dans son histoire. En tout cas, elle est superbe visuellement et on sent l'argent à l'écran. L'histoire en soi est assez classique, mais le gros point fort, c'est surtout son côté seul contre tous qui évolue progressivement en mission impossible, qui se monte avec une vraie cohésion de groupe et de logique. C'est une série totalement réussie. Nakor qui dit « Je rejoins Tulkas pour Man on Fire, mais je rajouterai aussi la série animée Kill Blue qui raconte comment un assassin adulte va devoir gérer sa nouvelle vie d'adolescent en devant se rapprocher de la fille du boss d'un centre pharmaceutique à l'origine de son passage d'adulte à ado à cause d'une guêpe version Spider-Man. » Ok, c'est très bizarre, mais ok. Les scènes d'action assassin version ado sont pas mal pour le moment. Il y a 7 épisodes dispo au moment de cette reco, dont voilà. Dot Prod qui dit « Je vais recommander 96 minutes ». C'est un film taïwanais qui reprend le concept de speed en multipliant par 2 le problème. 2 trains ont une bombe, mais si le train 1 ralentit, c'est le train 2 qui explose et vice-versa. Il y a pas mal de bonnes idées. Bref, c'est une bonne petite surprise de mon côté. Et moi, il a parlé de speed. Là, j'ai fait « Ok, pardon. 96 minutes, j'ai envie de voir. » Ça me parle, ça. Ce speed, c'est vraiment... C'est trop bien. Allez, on va passer maintenant à ce qui arrive le mois prochain sur Netflix. L'atmosphère est sinistre ici. Une rancœur profonde et tenace s'est propagée de tous côtés. J'ai fait venir un chasseur de spectres au palais. Il existe une très grande variété de fantômes. Les Wongui sont les âmes des personnes qui sont mortes avec une profonde rancœur. Je vais aller dans le royaume des Gui. Et je les trouverai. Comme dit le dicton, quiconque entre dans un palais n'en ressort que mort. Le mien ne fait pas exception. Ceux qui commettent des péchés sont voués à être punis. Il n'y a pas de temps à perdre. Qui es-tu ?
Alors, Hélène a eu des mots très durs sur le fait que j'avais pas mis à jour le planning Non, tu l'as mis depuis. avant l'émission. Non, tu as eu des mots très durs. Ah. Elle m'a même accusé de mentir. Ce qui... Bon, bah ok. Enfin, voilà où on en est. Je veux dire, c'est un peu dommage, quoi. Pour ce mois de juillet, alors, qu'est-ce qui revient? Bon, il y a quand même un truc, c'est La Petite Maison dans la Prairie, quand même. Petite Maison dans la Prairie qui arrive la semaine prochaine. Quand même obligé. Bah, au moins voir le premier épisode. Oui, voilà. Le générique. Il y a la fin. Il y a le film fin de Heartstopper qui arrive. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La fin de Survival of the Thickest. Il y a Enola Holmes 3 qui est sorti aujourd'hui aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous font envie? C'est un tout petit. Il n'y a pas grand-chose. C'est un tout petit mois, hein, pour le coup. Hein. Ils se sont dit cet été, on va pas faire grand-chose. Ouais. Il y a pas des trucs. Je me suis noté le film Heartstopper, la série The Map of Longing qui arrive mi-juillet. Série espagnole, mini-série. On aime bien les mini-séries. Il y a un truc sur le bateau Shipwreck Nightmare at Sea, sur le gros bateau de croisière qui s'est été retourné. Ah oui, le Costa Concordia, je crois. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est un peu tout, parce que Enola Holmes, j'ai pas vu le 2. Oui, moi non plus. Voilà. Collitz et Collitz, bon, j'avais vu la saison 1, c'était drôle, mais j'ai pas vu la 2, donc je m'en fous un peu. C'est pas très Kevin Hart, donc Ouais. 72 Il y aura Hours. il y aura c'est le pas ton Hot truc. Ones, par contre. Hot Ones, je veux tester. Parce que je regarde les versions Ouais. françaises et quelquefois les versions américaines, donc je veux voir Ouais. ce qu'ils vont me proposer. Ok. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas un Ouais. gros mois, mais bon, on aura sans doute autre chose à foutre que de regarder Netflix aussi au mois de juillet. Après, s'il fait Ouais. 45 degrés... Damien, est-ce qu'il y a des choses qui te font envie, toi, là-dedans? Non, bah, Hélène, tu parlais du doc sur le Costa Concordia, ça m'intéresserait. Ouais, mais je savais pas. 10 juillet. Ouais, le 10 juillet. Ouais. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de choses qui me... Bah après, ouais. En août, il y a quelques trucs, mais bon, c'est pas incroyable non plus, quoi. Non, mais en fait, je sais pas si on a tout ou pas, parce que c'est vrai que quand je regarde à la fin du mois de juillet, là, 17 juillet, il y a pas mal de choses, et puis après, il n'y a plus rien jusqu'au 23 juillet. Et après, il n'y a plus rien jusqu'au 29 juillet. Ça se trouve, Ils sont en le planning vacances, Bah, oui, je Oui, c'est pense ça, qu'il y a c'est il va y les avoir un vacances. truc comme ça. Mais Mais, c'est vrai que quand tu regardes la longueur du mois de juin versus tout ce que tu proposes en juillet, c'est pas Bah oui, terrible. c'est ça. Ouais. Non, c'est pas terrible. Et après, c'est vrai que bon, les mois de juillet sont traditionnellement un petit peu. Voilà, ils ont un truc en début de mois parce que c'est le 4 juillet et qu'ils font un gros truc. Bon, là, il se trouve que c'est Enola Holmes. L'année dernière, c'était The Old Guard 2. Bon, voilà, ils ont toujours. Et il y avait aussi au mois de juillet, qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait eu le Happy Gilmore 2, là, qui avait fait des gros trucs. Bon, voilà, on sent. C'est généralement des petits mois, mine de rien, avec quelques gros trucs de temps en temps. Et le mois d'août, c'est à peu près pareil. Bon, il y a quand même Outer Banks, ça revient fin août. Fin août, là, ça repart du feu de Dieu. Donc voilà, il y a toujours un petit moment dans l'année où entre le 4 juillet et fin août, il n'y a pas grand-chose qui est censé exploser, en fait. Donc voilà. Alors, c'est Hélène qui va choisir le devoir du mois, enfin le ciné-club. Attends, je vais y arriver un de ces jours. Le ciné-club, alors, on s'est dit qu'on a jusqu'au 14 août, on s'est dit, hein, je crois. D'accord? Jusqu'au 14 août, on va se dire, donc, parce qu'on va se revoir que fin août, début septembre. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme film? J'hésite entre faire plaisir aux gens et pas Aïe. du tout à moi, ou faire Aïe. plaisir à personne. Ok. C'est Ouais, difficile, hein. Difficile. Non, mais je Bien. vais prendre The Last House, qui du coup sort le 7 août. Ah, ok, d'accord. Ça va pas me faire D'accord. plaisir à moi, parce que c'est écrit que ça fait peur. Que Ouais. j'aime pas avoir peur. Oh là là. Mais on va essayer, hein. Alors, le seul truc que je pourrais trouver à redire sur ce choix, c'est que ça ressemble quand même furieusement au choix qu'on a fait, je crois que c'était l'été dernier, hein, Brick, le film allemand Brick, là. C'était moi aussi qui l'avais choisi, non? C'était toi qui l'avais choisi aussi, je crois. Et si je me trompe pas, c'est littéralement le même topo, c'est-à-dire des gens qui sont enfermés dans leur maison. Alors, Ouais, j'espère que ça sera pas mais pareil. eux, ils peuvent voir par la fenêtre. Alors que dans Oui, Brick, ils pouvaient d'accord. pas voir par la fenêtre. Non, c'est vrai. Et C'est j'espère que ça un va pas être un immeuble. truc de, Là, c'est une de maison. nano machin, là. Ouais, ok. Et Bref. il y a
Non, j'allais dire il y a un truc. Non, mais en fait, non. Non, mais je sais pas. Je pense que je vais avoir peur. C'est du coup le film de Louis Leterrier. Il est classé en SF, en horreur, en plein de trucs que j'aime pas. Effrayant, je crois aussi. Ouais. Ça va aller. Oui. Ça va aller. Ouais. T'aimes pas la SF? Non, j'aime pas avoir peur. Ah oui, parce que t'as dit plein de trucs que j'aime pas. Non, SF, j'adore. Mais juste, j'aime pas avoir peur. Ok. Et, Bon, et là, c'est un peu le sujet. Mais on va tenter. Ok, très bien. Non, ça a l'air bien. Je pense que de tout ce qui sort cet été, c'est paraît être effectivement le choix safe, mais qui va être bien, Alors, je pense. musique de Ramin Djawadi. Donc, potentiellement en plus, super musique. Effets spéciaux de ILM. Alors qu'on est peut-être sur des trucs... Et puis Louis Leterrier qui est pas manchot non plus. Il a Oui, non, mais même le casting est cool, quoi. Greta Lee, j'ai adoré dans le Morning Show. T'as Wagner Moura à côté. Enfin, ça va aller, je pense. C'est juste dans l'écurie Luc Besson, Louis Leterrier, c'est pas le pire. Voilà. Non, c'est vrai. Parce que Olivier Mégaton, c'est autre chose. Ah ouais, non, mais non. Ouais, ça, par respect pour moi-même, non. Omar Sy fait partie des producteurs. Oui, il y a Omar Sy dans les producteurs, je viens de voir ça. Incroyable. Ouais. Ok, bon. Bah, écoute. Très bien. Eh bien, c'est noté. Hélène, où est-ce qu'on te retrouve sur les internets mondiaux? Un peu sur Blue Sky, un peu sur Instagram, un peu partout. Vaguement sur le Discord. Je le lance de moins en moins d'ailleurs, je me rends compte. Je l'ai plus en ouverture par défaut. Désolée. Et puis en vrai, j'ai coupé toutes les notifications pendant mes vacances et j'ai jamais remis les notifications, mais sur plein d'applications. Parce que je me dis je mets jamais les notifs. C'était bien le calme. Mais oui, je ne mets jamais les notifs. Voilà. Mais sinon, faut pas hésiter à me faire des hâtes de quelque chose, je réponds. Mais c'est vrai que si on me hâte pas, je vois pas forcément passer les choses. D'accord. Voilà. Merci Hélène. Damien, où est-ce qu'on te retrouve, toi? Sur Blue Sky. Venez sur Blue Bien Sky. sûr. Alors, j'ai essayé un truc sur Blue Sky, là. C'est que je suis passé sur Eurosky. Vous savez ce que c'est? Oui. Mais non, tu en parlais, mais je sais pas ce que c'est. Mais en fait, moi, j'ai pas compris. J'ai tenté un truc et en fait, ça m'a créé un autre compte. Alors, En fait, ça marche un peu comme Mastodon, les instances de Blue Sky, et comme c'est sur un protocole qui est ouvert, d'après ce que j'ai compris, tu peux transférer, tu peux mettre ton nom de code, enfin ton nom de comment ça s'appelle, ton nom de domaine en nom sur Blue Sky. Ça peut être ça ton nom de domaine. Et Eurosky, c'est la version européenne souveraine, j'ai envie de dire, de Blue Sky. Ça veut dire que si Blue Sky se casse la gueule parce que c'est des Américains, par exemple, si jamais l'accès est coupé, moi je peux continuer à aller sous Blue Sky parce que je passe par Eurosky. Et là où c'est fort, c'est que Eurosky a lancé une application qui s'appelle Mu, qui est littéralement comme Blue Sky, comme l'application Blue Sky. Et j'ai tout pareil, c'est-à-dire que j'ai mon flux, j'ai tous les gens, j'ai tous mes trucs, enfin il y a tout ce que j'ai fait, mais passe par là en fait. Et comme c'est un protocole qui est interconnecté et qui est ouvert, en fait, chacun peut se faire son appli. Et là, donc c'est une initiative européenne d'essayer d'avoir un peu la main sur Blue Sky, parce que ça veut dire qu'encore une fois, si l'application Blue Sky se casse la gueule ou est down, moi je peux quand même aller sur Blue Sky et à travers ces autres trucs, quoi. Et après, tu peux utiliser ça ils ont plein d'autres applis comme une sorte de Instagram, machin. Et si je me connecte avec mon compte Blue Sky, mais c'est pas vraiment un bon compte Blue Sky, c'est le compte Eurosky, et ben j'ai accès aussi à tous les gens que j'aurai dans mes amis ou dans mes followers ou machin sur ce truc-là, etc., à travers plein d'applis. Et c'est très étonnant parce que quand on est habitué à Twitter, où c'est vraiment que Twitter et tu peux pas trop... Il y avait TweetDeck à un moment qui permettait de se connecter. La vie. Là, voilà. Et ben là, c'est vraiment... c'est pareil, mais c'est juste que j'utilise pas les mêmes portes d'entrée pour aller sur le réseau, en fait. J'utilise d'autres portes d'entrée. Et c'est des portes d'entrée qui se trouvent en Europe, pour le coup. Qui est vraiment ma crise de la quarantaine. Ça, c'est vraiment... m'enlever des GAFA, des machins, des trucs, c'est vraiment ma crise de la quarantaine. Et donc, bon, voilà, mais je trouve ça intéressant. Enfin, et moi, ça s'est fait assez facilement parce que faut migrer, en fait. C'est pas se faire un nouveau compte, c'est migrer son compte, en fait. Et donc, il y a tout un truc à suivre pour migrer son compte et ça peut prendre plusieurs heures, d'ailleurs. Mais ça se fait plutôt pas mal. Voilà. Ok. Bon, on va s'arrêter là.
Merci beaucoup à tous les deux. On remercie les gens du Discord qui ont donné leurs recommandations et qui ont lu le Ciné-Club, qui ont regardé le Ciné-Club Netflixers. Tout est bon de mon côté. On se retrouve donc pas le mois prochain, on se retrouve dans 2 mois pour une nouvelle émission de Netflixers. Salut. Salut.